Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour une double dose de catch-up avec un menu triple frites, puisque aujourd'hui, on se retrouve pour un super catch-up. On va tout simplement parler des deux weekly WWE post-WrestleMania, le Monday Night Raw du 4 avril et le SmackDown du 8 avril 2022. Chères auditrices et auditeurs, peuple de catch-up, vous m'avez peut-être identifié. Je suis le dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old cool tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cette semaine post-WrestleMania, c'est donc une triple frite. Nous allons commencer en accueillant avec bruit et fracas mon premier tag team partenaire gériatrique of the day, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, l'insubmersible, papy anti-atémie. Salut papy! Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça fait longtemps. Oh oui, on s'est quitté quand la dernière fois? Bah c'était pour l'analyse 2 de WrestleMania. Eh ben décidément, hein, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne. Alors, peuple de catch-up, avant de présenter le troisième larron, juste en ligne, hein, n'oubliez pas, vous avez les 2 nuits de WrestleMania qui sont disponibles, ainsi que l'analyse du pay-per-view Stand and Deliver de NXT. D'ailleurs, j'en glisserai un petit mot, parce que vous connaissez la procédure. On fait le Monday Night Raw, ensuite on switch sur SmackDown, et au milieu de ça, je vous parlerai un petit chouille de NXT, parce qu'il y a 2-3 petits détails intéressants à relever. Et donc, on est 3, on vous l'avait promis, c'est le trios, c'est l'Archange, le Géliel, qui fait son comeback pour les reviews, et pour pas n'importe quelle review, tout simplement pour un super catch-up. Salut Géliel! Salut tonton, salut papy. Effectivement, de retour après une grosse semaine que j'ai passée à plutôt regarder du catch, plutôt qu'à le commenter. Et donc, je suis très content de revenir à la review avec vous. Eh ben écoute, on est ravis. Également, c'est parti. Les amis, alors évidemment, c'est un contexte bien particulier puisque WrestleMania 38 vient de s'achever. On attaque avec Monday Night Raw. Alors ça se passe toujours à Dallas, Texas, USA. On boucle la semaine au Texas, à l'American Airlines Center. C'est le 1506e Monday Night Raw. Et écoutez, mes amis, on va commencer directement avec un replay. Oui, une vidéo récapitulative de WrestleMania 38, histoire de nous chauffer à blanc. Là-dessus, Cody Rhodes, l'American Nightmare, fait son entrée après la vidéo sous une énorme pop du public que Cody va d'ailleurs bien prendre le temps de savourer. Et c'est parti pour une promo où il va nous expliquer que ça fait 2 mois qu'il était agent libre, qu'on a raconté beaucoup de choses sur lui. Tout le monde pense que sa décision de revenir à la WWE a été difficile à prendre. Là-dessus, ça part dans des You Deserve It dans tous les sens. Si jamais il y avait la moindre lueur de doute, elle a disparu au moment où il est apparu devant les 70 000 personnes de Dallas et qu'il a battu l'un des meilleurs lutteurs, toute génération confondue, en l'occurrence Seth freaking Rollins. Cody va tomber dans l'émotion puisque il va nous montrer la photo de papa au Madison Square Garden en 1977, levant au ciel sa ceinture de champion. Alors les amis, je fais une toute petite aparté là-dessus puisque ça m'a interloqué quand il a montré ça, puisque en fait je me dis c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu ce match il y a pas longtemps. Et en fait, oui, c'était, je crois, la prise de titre de Dusty Rhodes face à Ric Flair. Et c'est rappelé dans la série WWE Evil, dans l'épisode qui est consacré à Ric Flair. Voilà, je repasse sur Cody. Il est ému, hein, le Cody. Hein, il est presque au bord des larmes, racontant même que si Dusty était connu comme un représentant, qu'un coach un peu pour tout le monde, quoi, il voyait lui, en son père, un héros. Il explique que le titre que détient Dusty sur la photo, quoi, est passé entre les mains des plus grands, hein, Hulk Hogan, The Undertaker, Triple H, John Cena, etc., etc. Cette photo, elle est posée sur sa cheminée, et puis un jour, il a demandé à son père de lui en parler, et Dusty lui a raconté qu'il avait gagné d'ailleurs par 10 comptes à l'extérieur et qu'il n'avait pas pu ramener la ceinture à la maison. Finalement, grosse émotion toujours pour Cody, qu'il évoque un peu la manière dont il a essayé de conquérir ce titre, mais ça n'a pas marché, c'est un rêve qui est mort. Finalement, Cody promet que même s'il lui est impossible physiquement de leur mettre dorénavant entre les mains de son père, il veillera à placer autour de sa taille
cette ceinture de champion du monde, sa quête finalement de Cody Rhodes depuis le début qu'il est dans la lutte professionnelle, c'est le fameux titre de champion du monde de la WWE. Derrière, il va y avoir pas mal de chants You can do it, you can do it. Il va terminer sa promo en affirmant qu'il compte bien obtenir cette distinction que lui et sa famille se sont vus refuser depuis tant de temps. Et il va le faire pour lui, pour sa famille, pour les fans, pour Dusty Rhodes. Là-dessus, qui vient l'interrompre? Eh ben, Seth freaking Rollins qui va monter sur le ring, va danser un petit peu en cercle autour de Cody Rhodes tel un tatanka, et tandis que les fans chantent son thème. D'ailleurs, c'est assez drôle d'ailleurs parce que finalement les fans, c'est un peu comme quand Chris Jericho à la AEW est heel, mais que les fans quand même chantent son theme song à plein poumon. Finalement, il va faire face à Cody qui va jeter le micro pour lui tendre la main. Et Seth va la serrer tout en sortant son rire sardonique et en lui disant Welcome home, puis va s'en aller. Cody légèrement troublé, mais le constat est là. Cody Rhodes, si vous aviez encore un dernier doute les amis, non, ce match n'était pas un one-shot. Cody Rhodes est bien rentré dans le main roster actif. Mon papy, toi qui je sais quand même est un grand fan du Cody Rhodes, bah j'imagine que le revoir dans le vaisseau amiral de la WWE après un départ en 2016 mine de rien, hein, et après tout le parcours initiatique, j'ai presque envie de dire qu'il aura vécu, bah ça a dû te faire tout drôle. Yes, mais c'est plus le même c'est plus le même qui est parti que celui qui revient. Et tu vois comme il a vieilli, il a pris de l'expérience, il a bourlingué partout, il a pris de la confiance. Et là, il te fait une promo qui finalement n'a jamais fait à la WWE, puisqu'il a peut-être fait des pros, mais jamais aussi intense, jamais en se positionnant finalement aussi tout de suite dans la carte, puisqu'il lance la couleur dès le début, c'est qu'il va viser le titre champion du monde. Donc avec toute l'histoire qui est la référence par rapport à son père, tout ça. Alors moi j'ai compris que son père n'avait pas pris le titre de champion du monde justement ce soir-là, et que c'était ça un peu Ouais. qui du coup il disait je comprends pas papa, tu m'as jamais dit que tu avais été champion du monde. Et puis là son père l'expliquait là, tu sais voilà, ça n'a pas vraiment compté, j'avais gagné le match mais j'ai pas pris la ceinture, et que c'est pour ça justement qu'il lui a fait la promesse en disant tu verras un jour je serai champion du monde et je te ramènerai la ceinture. Mais il y a une promesse qui pourra pas tenir du coup, vu que Dusty il a retourné tout Dust là. Et puis ouais non, exercice plutôt bien mené, avec beaucoup d'émotions, je pense réel, et non Oui. pas feinte. Puis après le finish avec que Rollins qui arrive, ça par contre, je suis pas sûr qu'on puisse en tirer grand chose comme enseignement, hormis une petite marque de respect supplémentaire pour adouber finalement un peu Cody comme déjà un main eventer dès son retour. Et puis voilà quoi, ça paraîtra enchaîner sur la suite. Alors, Gélial, toi, du coup, bah, c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu ton avis, on n'a pas entendu ta voix Oui, durant oui. les analyses de WrestleMania, donc tu peux faire quasiment un combo entre finalement faire le lien entre ce qui s'est passé à WrestleMania et ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Comment t'as vécu ce retour? Comment le millennial a vécu cette arrivée de Cody Rhodes à la WWE? Alors le Millennials, il était parti, enfin, il connaissait Stardust, il connaissait Goldust également. Même si ça commençait à dater, il avait un peu perdu de vue la partie AEW, même s'il savait que Cody était parti à la AEW. Il connaissait pas du tout l'American Nightmare. Par contre, il a reconnu le personnage de Stardust en fait, qui est devenu, enfin voilà. Et donc moment très sympa. Alors attendu, pas attendu, parce qu'on savait qu'il y avait de toute manière, il avait résilié le contrat côté AEW. En tout cas, l'intro était top, l'arrivée, le retour était parfait. Et puis là, sur ce Raw, on enchaîne directement avec ce qu'on attendait un peu, parce que là, il y avait effectivement l'introduction, l'arrivée avec le combat avec Seth Rollins pour le fait qu'il revenait à la WWE, le fait qu'il était à nouveau un membre de la WWE. Puis là, maintenant, on attendait un peu de savoir où est-ce qu'il allait aller. Donc le moment un peu émotion avec son père, et puis le chemin qui se trace lui-même pour le moment. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Le petit, effectivement, c'était pas forcément utile le point avec Seth Rollins, mais je trouve que ça tombait aussi très juste. Donc voilà, content du moment, et puis on va voir ce que ça va donner. Je crois que tout le monde est très très content, lui aussi, d'être revenu à la WWE. J'ai trouvé aussi assez cool qu'il n'y ait pas
des petites piques balancées à gauche à droite dans un sens ou dans un autre. Quelque part, le fameux quatrième, les portes interdites là, j'ai l'impression que ça s'est bien huilé et que ça se passe plutôt bien. On verra. C'est aussi un changement de rapport entre la AEW et la WWE. Ça peut être quelque chose aussi dont on peut réfléchir peut-être un peu sur un autre temps. Mais en tout cas, voilà, ça se passe bien, le retour est bien, et donc je suis très content. Ouais, il boude pas son plaisir, Cody, y a pas de problème. Là, il s'est largement répandu dans la presse et dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Il a participé au podcast The Bump de Kayla Braxton. Il est franchement ravi. En plus, bon, on le serait moins à sa place parce que de toute façon, il a signé un contrat qui fait que de toute façon, il est dans la main event picture dès son retour. Il a été dans la main event picture en sortant de la WWE quand il a été à la TNA, quand il a été à la Ring of Honor, etc. Mais par contre, il est resté toujours au stade de la mid-card à la All Elite Wrestling, tout en étant à la fois le vice-président exécutif de la Fédé. Et il revient, comme l'a dit Papy tout à l'heure, en ayant changé physiquement, changé humainement. On sent un catcheur plus mature. Et dans les deals qu'il a fait pour la WWE, il a demandé à ce que le personnage de Stardust ne réapparaisse plus jamais, tout simplement. Donc je pense que c'est un Cody serein qu'on va avoir. Et ça devrait être plutôt sympa pour la suite, quoi. Allez, on passe quand même un peu à du catch. Le premier match de la soirée, ça va être tout simplement un Women's Tag Team Contenders match. Donc vous connaissez le principe, les championnes, si elles perdent, donnent un ticket, un shot pour le titre tag team féminin. Et en l'occurrence, on a donc Sasha Banks versus Naomi, avec Naomi versus Rhea Ripley, Liv Morgan. On va avoir un match c'est Rhea qui va se mettre largement une bonne avalanche de clothesline et de prise en tout genre. Naomi va quand même réussir à contrer en claquant un coup de pied, un bon springboard kick sur Rhea. Derrière, ça va enchaîner les tags avec Sasha et avec Liv. Finalement, Sasha va balancer un bon coup de genou, son fameux head scissor et son running knee sur Liv. Derrière, elle va enchaîner avec le Météora depuis la troisième corde pour le compte de 2. Tout ça avec son moveset. Ça m'éclate, hein, Sacha. Il y a la moitié de son moveset, en fait, qu'elle a tout simplement été piquée à Eddie Guerrero. Et mais comme elle l'exécute parfaitement, c'est vraiment cool, quoi. Et la foule marche super bien à chaque fois, quoi. D'ailleurs là-dessus. Liv, elle va tenter un peu des trucs de filou. Elle va tenter de la faire rouler plusieurs fois de suite pour essayer des roll-up. Finalement, on va claquer un Enzugeri. Rhea, finalement, va se joindre pour un double team alley-oop et un powerbomb pour un compte de 2. Finalement, Liv va nous botcher un petit mouvement, mais Naomi va quand même être assez réactive pour essayer un peu d'effacer le botch du moment et va faire tomber Liv au sol. Et là-dessus, Sasha et Naomi vont enchaîner leur combinaison de Jawbreaker et Powerbomb sur Morgan pour la victoire. 1, 2, 3. Après le match, Sasha et Naomi célébraient sur la rampe. Rhea essaye un peu de réaliser ce qui vient de se passer, un peu choquée par la défaite. Va monter elle semble déçue et elle part finalement sans dire un mot à Liv Morgan. Ainsi s'achève ce match. Papy, je crois que le Contenders match est de retour. Tu connais mon aversion absolue pour cette stipulation. Mais là, sur l'instant, on se dit, bon bah voilà, Sasha et Naomi ont gagné, donc c'est mort pour Rhea et Liv. C'est mort pour elles deux, elles ont perdu leur chance à ce niveau-là. Et tu sens que Real commence à en avoir marre de traîner son boulet, Morgan. Et on n'en serait pas moins blasé à sa place. J'espère vraiment que ça permette à Ripley d'exploser un moment et de tout détruire parce que là, voilà, son boulet l'emmène tout en bas de la division féminine et j'espère vraiment pour elle qu'elle va pouvoir rebondir en s'en débarrassant le plus vite possible. Génial. Je partage pas l'avis de Papy sur Liv, hein, que ce soit sur Discord ou pendant les reviews. Je lui concède qu'elle est peut-être un peu en retard par rapport à Rhea Ripley. Je concède aussi à Papy que il faut que Rhea reprenne sa place qu'elle avait lors de son arrivée et tout le momentum qui avait été construit autour d'elle. Alors peut-être la scission effectivement de l'équipe serait peut-être le mieux pour les deux. En tout cas, voilà, c'est effectivement un peu redite, mais moi j'apprécie les deux tag teams, donc je suis content de les voir. Après, on verra ce que ça donne quant au split. Et voilà, moment agréable pour moi, quoi. Oui, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Allez, replay, bien sûr, hein, le énième replay depuis déjà 25 minutes.
Et derrière, on va enchaîner avec Kevin Owens qui est sur le ring et qui explique parce qu'on est toujours à Dallas, quoi. Donc il dit qu'il est plutôt mécontent de ce qui s'est passé avec le Rattlesnake Stone Cold Steve Austin, qu'il a un peu sous-estimé lors de WrestleMania 38. Il prétexte une blessure, tout simplement, qu'il explique qu'il a chopé la veille à la salle de musculation. Et à ce moment-là, une musique retentit et arrive sur le ring un nouveau venu, un catcheur en slibard, cheveux mi-longs, barbe de 2 jours, et qui se présente en tant que Ezekiel, en tant que petit frère d'Elias, ce qui est pas vraiment au goût de KO, quoi, d'ailleurs, qui va lui dire non mais arrête tes conneries, t'es Elias, quoi, et l'autre lui dit non, moi je suis Ezekiel, le petit frère et tout. Non, mais c'est pas possible, t'es Elias, quoi. Et finalement, du coup, KO repart encore plus furibard, mais sans explication autre. Et puis le public va rester à la fois entre la moquerie et voilà. Et donc c'est le retour. Alors d'Ezekiel, enfin non, c'est l'arrivée d'Ezekiel dans le main roster de Monday Night Raw, papy. Et oui, grand moment de ce Monday Night Raw, parce que c'est là où parfois il suffit de mettre le truc au bon moment pour que ça marche ou pas. Parce que je pense que n'importe quand dans l'année, avec n'importe quel catcheur, l'arrivée d'Ezekiel, ça aurait été un flop monstrueux parce que il a vraiment rien pour lui, quoi. C'est juste un grand slibard. Il va rater, c'est sûr. Ça reste le sang de Elias, mais il a rien pour lui sinon. Mais par contre, le fait d'avoir fait ça au Raw du lendemain de Mania avec Kevin Owens, bah, finalement le segment a marché. Avec vraiment le mec qui arrive et qui fait oh je suis Ezekiel et puis l'autre il fait non mais t'es Elias, on t'a reconnu. Mais non, c'est mon grand frère, je suis son petit frère. Non mais arrête. Et puis ça dure pendant quoi? Ça dure 5 minutes, c'est pas trop long non plus. Et puis le public qui à chaque fois reprend finalement les attaques de Owens en disant mais si c'est toi, mais c'est yes you are, ou tous les trucs comme ça. Et bref, le segment je l'ai trouvé très drôle moi. Et par contre, autant je l'ai trouvé très drôle, autant je sais absolument pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec Ezekiel derrière parce que voilà quoi. C'était l'impression que c'était un troll assumé quoi ce segment. Mais moi ça m'a bien fait marrer. Eliel? Moi, le segment, je rejoins Papy, il était rigolo, mais alors pour construire quelqu'un qui vient d'être Bull des compagnies, alors là, par contre, la loose totale, quoi. Là, on était effectivement, enfin, c'est limite dans le comédie wrestling, quoi. Et le pauvre, il a rien présenté, rien fait, rien construit. On va voir. Je vais pas être trop sévère avec le segment. C'est vrai que Kevin Owens, il est encore parfait, quoi. Mais quoi qu'on lui donne dans les mains en ce moment, ça se transforme vraiment en or ce qu'il fait. On va voir. Là, c'était tellement gros que j'ai trouvé que c'était trop gros pour que ça puisse builder Elias d'une manière Ezekiel, pardon. Oula, attention. Frère. Oui, non, je me reprends bien vite, surtout que, comme tu as dit, il est quand même bien balèze. Je vais pas risquer le truc. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aurait pu avoir une meilleure intro, mais on va voir ce que ça va donner, où est-ce qu'ils vont nous emmener. Ouais, moi je suis un petit peu sceptique, je vous cacherai pas. Moi, j'ai pas trouvé le segment aussi fantastique que ça, quoi. Je peux pas dire que ça m'a emballé. Ça m'a pas emballé en plus à cause de la tête d'Ezekiel. Parce que je sais pas, j'avais l'impression que le mec était un peu tétanisé. Il m'a pas donné la sensation d'être super à l'aise. Alors Kevin Owens lui il déroule quoi, pour lui c'est business as usual quoi, donc il y a pas de souci. Et même d'ailleurs pour Kevin Owens, j'ai même envie de dire que moi j'étais presque un peu déçu qu'il soit dans un segment avec un low carder repackagé, alors que il a fait le main event de la nuit 1. Donc j'étais un peu surpris moi. Je peux pas dire que j'ai été transcendé par ce truc là. Et puis quand même Ezekiel, c'est un mec qui se retrouve en catcheur totalement random. Le slibard, voilà, bon, effectivement, il est taillé, mais ça, c'est la norme. Donc, moi, je vous avoue que je suis assez sceptique. J'attends de voir la suite parce que pour l'instant, en tout cas, ce premier segment, moi, m'a pas du tout convaincu. Donc, on verra par la suite, quoi. Allez, on continue. Alors, il y avait un match d'annoncer, et ce match était tout simplement entre Le Miz et Dominic Mysterio. Alors avant, on a eu bien sûr un gros replay, un gros paquet de vidéos de tout ce qui s'était passé à WrestleMania avec le Miz, avec Logan Paul, avec Dominic, avec Rey et compagnie.
Et en fait, on va avoir un truc complètement évacué à la vitesse de la lumière, puisque le match va même pas durer 30 secondes. Le Miz va réussir à bloquer une prise de Dominique, qui aura posé, on va dire, 1 ou 2 strikes au tout début. Et puis finalement, il va enchaîner avec le Skull Crushing Finale pour le compte de 3. Après le match, le Miz va fuir à la vitesse de la lumière car une musique retentit. Ça y est, il est là, il est enfin présent. Is coming to Monday Night Raw. Veer Mahan débarque et il va concentrer toute sa violence sur les Los Mysterios, malheureusement, qui va arroser copieusement de grandes mandales dans la gueule et d'autres prises en tout genre. Destruction en règle des Mysterios. Ça y est, papy, Veer Mahan est dans la place. German est dans la place en mode monstre heel classique. Il arrive, il casse la gueule à des nains. Et puis voilà, il y a pas grand-chose à retenir. Là, c'était peut-être une manière aussi de séparer le Miz et les Mysterio. Je vois que Clairement. ça. Ouais, je vois que ça. Et puis, les Mysterio, ils retombent dans la low card, là où ils sont le plus au chaud. Je pensais qu'il serait peut-être plus original avec Virman, mais non, là, c'est du classique le plus ultime, j'ai l'impression. Daniel? Ouais, pareil. Ça redevient de la serpillière, hein, les Mysterios, c'est quand même dommage, mais enfin la manière dont Dominique se fait battre et puis la manière dont les deux se font dégommer par Vir derrière, c'est under low card même, j'ai envie de dire. Franchement, ouais, un peu décevant, mais bon, au moins on a l'arrivée de Vir officielle, effectivement. Ouais, moi je confirme en fait ce qu'elle vient de dire Papy, c'est que je pense que c'est clairement pour casser complètement la rivalité et la feud entre les Mysterio et le Miz. Le Miz va passer complètement à autre chose. On en parlera peut-être tout à l'heure dans SmackDown. Mais donc je pense que c'était totalement fait pour ça. Après pour Vir, c'est pareil, on le fait démarrer là direct avec en low card, mid card. Donc on peut pas dire que ça aura été super extraordinaire comme impact, mais en tout cas ce qu'on peut noter, c'est que ça y est, il est là. Je pense que lui-même, intérieurement, devait quand même bouillir, quoi. Depuis tout le temps, à force d'être devenu la risée de tous les réseaux sociaux catchesques. donc, ça y est, il est dans le main roster. C'est parti. Et on verra bien son utilisation. Allez, on repart pour un replay de WrestleMania 38. Et évidemment, qui va concerner tout ce qui concerne Bianca et Becky. Le match de la nuit 1. Le 5 étoiles. Alors, noté 4,5 par Meltzer, mais 5 étoiles par catch-up. Hein. Ah, on vous rassure, c'est quand même nous qui restons les meilleurs. Bianca Belair, la nouvelle championne de Raw, arrive avec un œil bien tuméfié, hein, bien gonflé comme il faut, suite à son match de WrestleMania contre The Man. Elle va remercier tout le peuple de Monday Night Raw de ne jamais l'avoir abandonné, d'avoir toujours cru en elle. Voilà, grosse promo les gars de la nouvelle championne sous une énorme ovation là, le public à fond, le public de Dallas heureux. Bref, là on va dire que c'est un segment communion, le segment célébration de la championne, papy. Yes, on peut dire ça. C'est de tous les segments du soir, je trouve que c'est peut-être le plus faible. Parce que là, t'as l'impression que la pauvre Bianca, elle sait pas trop ce qu'elle va dire. Donc, elle est venue là, elle a fait son segment, c'était communion avec le public, effectivement. Mais là, c'était vraiment comme tu dis, ouais, enfin, voilà, je le répète, mais c'était la communion, mais absolument rien d'autre. C'est-à-dire que t'as pas de programme Ah oui. derrière, t'as pas d'idée lancée, t'as rien, c'est oh merci les gars, je me suis fait péter la gueule, mais j'ai gagné la ceinture quand même, et puis à bientôt, quoi. Mais là, je trouve, ouais, je sais pas, ou alors c'était peut-être elle qui était pas à l'aise avec son texte, mais j'ai pas trouvé quoi que ce soit de vraiment remarquable dans ce segment micro. Génial. Ouais, je partage complètement l'avis de Papy. Alors, c'était un moment feel good, il n'y a pas de souci. Il y avait vraiment besoin, je suis même pas sûr, à part qu'elle venait sautiller pour dire qu'elle était très contente. Elle avait quand même vachement teasé son, son coup dans l'œil lors de WrestleMania, où on voyait déjà à la fin du match que ça avait déjà bien gonflé. Voilà, pas grand-chose à dire, quoi. On est content pour elle, tout le monde est content. Voilà, feel good. Oui, enfin moi je crois que de toute façon dans ce Monday Night Raw qui était
super dense dans le sens qu'on avait rempli le vaisseau amiral d'un équipage monstrueux. On a fait venir de la low card jusqu'à la main card. Tout le monde a eu son passage plus ou moins. Ça a été un nombre. De toute façon, on le voit sur le temps des matchs en général. Hein. C'est pas comme un Monday Night Raw habituel. Et il y a eu une chier de replay, de paquets vidéo, de promos, etc. Tout au long du show. Juste pour dire d'ailleurs, tellement qu'à la fin, le match le plus long de la soirée, on ne le verra pas puisque ça sera le dark match. Ça sera le Cody Rhodes versus Kevin Owens qui se sont affrontés en dark match à la fin. Donc c'est pour vous dire quoi. Donc c'était dans la lignée. Donc ils avaient décidé juste de récompenser Bianca avec un celebration time et puis bon, c'était mérité, c'était bien. On a une nouvelle champion de Monday Night Raw, peuple de catch-up. Inclinez-vous. Allez, on repart. Pour du catch, après un énième replay, puisque cette fois d'ailleurs ça sera un replay mi-WrestleMania, mi-Stand and Deliver. Pourquoi ? Eh ben parce que les bookers de Monday Night Raw ont décidé ce soir de nous offrir tout simplement le NXT Championship match entre Dolph Ziggler et Bron Breakker. Alors si vous avez été écouter notre review de Stand and Deliver, vous savez que Ziggler avait conservé son titre face au nouveau chouchou de NXT. Eh bien écoutez, là on est parti pour un match et c'est là le match le plus long de la soirée, je vous l'annonce, puisque c'est un match qui va durer 11 minutes avec tous les artifices. J'avais presque envie de dire que c'était presque la copie conforme du match de Stand and Deliver, sauf que le match de Stand and Deliver avait duré quand même 17 minutes et il y avait eu un peu plus d'interaction, etc. Là, on est resté j'ai trouvé un match d'un grand classicisme avec un Dolph Ziggler en mode selling opérationnel à donf et du coup, ça a donné petit à petit un Bron Breakker qui est devenu de plus en plus fort et qui a commencé à prendre le dessus sur le Dolph Ziggler. Alors là, à ce moment-là, moi, je me dis, il s'est passé la même chose à Stand and Deliver de toute façon et puis effectivement, mais là, pour le coup, Bron Breakker, vers la toute fin de match, Dolph Ziggler va tenter un énième super kick au cours du match que Breakker va réussir à bloquer avec un spear. Derrière, il va enchaîner avec son power slam. 1, 2, 3. Victoire de Bron Breakker. Changement de champion NXT. Et Bron Breakker va donc retourner dans la branche arc-en-ciel de la WWE avec la ceinture autour des hanches. Papy, déjà, est-ce que t'étais surpris déjà à l'annonce de ce NXT Championship match ? Ouais, parce que je voyais plus trop l'intérêt de nous mettre du NXT encore sur le à Monday Night Raw en fait, en dehors de son créneau habituel. Après, il y avait deux options, soit c'était pour permettre à Bron Breakker de faire la transition vers le main roster, soit c'était pour faire la pub pour NXT du lendemain. Et puis j'ai l'impression que c'est cette option-là qui a été retenue avec un Bron Breakker qui reprend le titre. C'est peut-être un petit coup de boost vu que Raw et NXT sont tous les deux sur USA. C'est peut-être un petit coup de boost pour l'émission du mardi qui marche moins bien en les mettant en faisant la pub à Raw. Je peux comprendre le principe. Après, est-ce que c'est-à-dire que Ziggler va revenir dans le main roster? Est-ce qu'il va rester en bas pour continuer à s'occuper des gamins? Ça, seuls les suiveurs d'NXT pourront nous le dire. Daniel ? Ouais, je pense un peu comme Papy, j'ai vraiment été étonné de voir le rematch à Raw. Peut-être pour de la mise en visibilité, peut-être pour tout un tas de choses de ce style-là. C'était pas mauvais du tout, mais disons que c'était un peu inattendu, quoi. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis. Je regarde vraiment très peu NXT de manière générale, de toute manière. Donc voilà, pas trop d'avis sur le sujet. Le match était pas mauvais du tout. Effectivement, on avait droit à super selling Dolphin comme d'habitude, ça c'est sûr. Encore qu'il nous a pas fait la Austin Theory sur le stoner de Stone Cold de dimanche, qui était quand même un modèle du genre dans le genre selling. Mais sinon non, c'était c'était très sympa. Ouais, c'est moi je suis plutôt satisfait sur un plan, en tout cas, c'est que j'étais assez déçu de la victoire de Dolph Ziggler à Stand and Deliver. Ouais, ils ont remis l'église au milieu du village en ramenant le titre NXT sur les hanches d'un jeune. Donc moi je trouve que ça c'est quand même positif. Et le match en lui-même était pas mal, ça a été le match le plus long de la soirée. Il y avait plutôt un bon investissement du public et comme tu l'as dit, Géliel, je crois, je pense que c'était clairement une opération un peu de mise en lumière et de mise en valeur de la branche arc-en-ciel. Opération, j'ai eu l'impression plutôt réussie. J'ai eu l'impression.
Juste Oui. une petite chose sur la partie publique, je suis moins convaincu. J'ai trouvé que c'était un peu mollasson par moment quand même. Oh, je sais pas, j'ai trouvé qu'à la fin, Braun Breaker avait eu une belle pop. C'était plutôt, ouais, je sais pas, ça m'a paru, moi ça m'a paru plutôt pas si mal que ça au niveau du public. Pas catastrophique, mais c'est pas la fête du slip non plus, quoi. Ah ouais, C'est non, bon. des low carders, hein, donc c'est pas ça qui va faire rêver le public, hein. Ouais, c'est sans Ouais. doute ça. Il le C'est sait sans quoi. doute ça. Allez, les amis, on y va, on y retourne. Replay, hop, WrestleMania, hop, 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 petit replay de 5-6 minutes, hop, et qui c'est qu'on retrouve sur le ring? Eh ben, tout simplement, c'est MVP. Alors, MVP, il va présenter, son poulain, hein, Bobby Lashley, acclamé par la foule. Alors, lui, qui a un retour de babyface, absolu. Voilà, MVP l'explique, hein, les faits parlent d'eux-mêmes à WrestleMania, puisqu'il a littéralement écrasé le colosse Omos. Et justement, quand on parle du monstre, il arrive, Omos vient sur le ring et il exige tout simplement un match retour tout en provoquant bien chaudement Bobby Lashley. Et finalement, que se passe-t-il? Revirement de situation puisque avec l'attaque de Omos, MVP en gros traite va sommer d'ailleurs à Omos de tabasser son ancien poulain, va pas se gêner lui-même pour mettre quelques coups et va festoyer avec le géant nigérian, leur nouvelle alliance au détriment de Bobby Lashley. Messieurs, eh bien voilà, nous allons acter un décès à la WWE. Le Hurt Business est définitivement décédé, papy. MVP s'est ouvert une nouvelle boîte. Excellent, bravo MVP, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que Lashley n'avait plus besoin d'MVP. Alors même si au micro, quand il est face, il est toujours un peu son sourire niais là. Lashley que t'as envie de baffer, mais dès qu'il commence, souvent comme il est plutôt dans le mode baston, c'est pas trop gênant quoi. Et puis bah c'est plus logique finalement d'avoir le gars de même pas 30 ans qui se fasse épauler par le vieux routier MVP que bah Lashley qui a quasiment le même âge que MVP quoi. Donc là-dessus on retrouve un peu plus de logique et je pense que ça va faire du bien à Omos et à Omos d'avoir un mec qui va l'accompagner un peu et le gérer un peu, qui va lui apprendre les ficelles du métier. Et pour Lashley, bah, de finalement définitivement lancer son run face sans MVP qui, même si de temps en temps il fait des promos qui pourraient passer face, ça reste quand même une saloperie de heel quoi MVP. Donc tu peux pas lancer un babyface avec MVP à tes côtés quoi. Génial. Pareil, très content. J'étais quand même un des grands déçus de la fin du Hurt Business. Enfin, du coup, c'est parfait. En fait, j'avais pas pensé à cette idée-là, mais je trouve ça vraiment très très bien d'avoir MVP derrière. Si ça peut aller un peu au-delà et refaire une espèce de faction, parce que j'avais vraiment aimé aussi avec Shelton Benjamin et puis Flûte. Le deuxième, c'était Eric Alexander. voilà, Cédric Alexander. J'avais trouvé quand même la faction Hurt Business qui était vraiment sympa. Si ça peut repartir sur quelque chose de ce style-là, je serais enchanté, très clairement. Donc on verra, on verra. Et en tout cas, très content pour Omos parce qu'on sent quand même qu'aujourd'hui il est encore un peu vert. Il en manque pour faire la maille. Donc c'est très bien en plus que ce soit MVP qui prenne ça. Ça marchait très bien. Très content. On va voir ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas, ouais, je vous rejoins. Moi aussi, je trouve ça plutôt bien, plutôt finement joué. C'est vrai que MVP incarne quand même globalement un personnage de heel et que ça pouvait devenir compliqué avec l'alignement de notre ami Bobby Lashley. À la rigueur, moi, je serais même assez tenté pour qu'il crée même un clan autour du Colosse, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Donc allons-y gaiement. Ça peut être assez sympa et MVP, en tout cas, il a les épaules et le mic pour pouvoir nous faire quelque chose de sympa avec le Nigérian et je crois qu'il y en avait vraiment besoin. On a bien vu que tout seul, Omas, c'était pas que son physique n'allait pas suffire, donc du coup c'est plutôt une bonne opération. Si en plus il promet de plus remonter sur le ring, MVP, je prends. Ah oui, ça nous ferait tous du bien ça. À lui aussi, je crois. Il y a des chances, ouais. Tiens les gars, un petit truc dont on parlait tout à l'heure, et on va revenir très très vite dessus puisque en coulisses il y aura un petit segment qui mine de rien. Alors là, il y a parce qu'on va croiser, il y a Liv Morgan un petit peu en léger début de panique avec ce qui s'est passé avec Rhea Ripley, elle va être vite rassurée parce qu'il y a Rhea Ripley qui va débarquer, qui va lui dire qu'elle a été voir tout simplement les officiels pour obtenir un match pour les titres tag team féminins.
Voilà, donc alors, les fameuses stipulations Contenders Match, ça fait des mois et des années que je vous dis à Catch Up que je déteste ça. Et alors quand je vois un final pareil, papy, je suis désolé, mais ça ne fait que de me conforter dans mon avis. Bah pourquoi? Bah, Et- parce que c'est de la merde. Dans ces cas-là, tu fais pas un match de stipulation si en fait 25 minutes plus tard dans un segment backstage, tu dis oh nana, bah finalement on vous le donne le shot. Ah mais elle a pas le shot, elle a un nouveau match contender match, non? Ou elle a un vrai shot derrière? Oh, elle a le shot, elles ont le shot, elles ont le shot pour un match tag team, pour les titres tag Ouais, team ouais, ouais, féminins. ouais, 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 Ah ouais, moi j'ai ouais. compris qu'il y avait Non, qu'elles avaient un non, nouveau contender match. non, non, non. Bon bah on s'en fout, de toute façon le Non, but mais c'est qu'à la fin elles perdent et qu'elles se séparent. Voilà donc et que Ouais, ça avance cette histoire. je suis ouais. d'accord, il faut vraiment que Liv arrive à prendre son envol désormais. Non non, Liv elle s'écrase là. Va chialer ailleurs. Ah là 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 là. Enfin, ouais, d'ailleurs, les femmes après derrière, ça va continuer puisque c'est Zelina qui va être dans le ring et qui va prendre le micro pour dire à Carmella que si elles ont perdu les titres tag team, c'est parce que Carmella elle était trop préoccupée à préparer son mariage. Et au principe, parce qu'elle est la plus belle femme de la WWE, alors faut qu'elle ait le plus beau mariage de la WWE. Elle va traiter Corey Graves de fou d'ailleurs d'avoir d'épouser Carmella quoi. Alors Carmella va prendre le micro, va pas se laisser faire, hein. Elle va répondre que si elle pensait demander à Zelina d'être sa demoiselle d'honneur, eh ben, c'était raté. Du coup, Zelina va attaquer Carmella qui va rouler hors du ring et va se diriger vers la table d'annonce. Puis elle va s'asseoir sur les genoux de son mari ou futur mari à ce moment-là, je sais pas. Pareil. Et Carmella va faire tomber Zelina. Puis c'est Vega qui va venir bécoter Grève pour un match, un moment de grande gênance. Alors j'ai eu comment dire, j'ai eu la surprise de tomber sur une ou deux photos du mariage de Carmella et Corey Graves. Et alors les amis, il y avait Ronnie Young et John Moxley qui étaient invités à ce mariage. Et alors John Moxley, on avait l'impression qu'il était habillé pour se préparer à un deathmatch. À la CZW, mais jamais de la vie qu'il était présent à une noce, quoi. C'était assez incroyable. Donc voilà, bon. Donc écoutez, en fait, on nous vend la télé-réalité de Corey Graves et Carmella Papi. On va voir un peu de ça. Alors ce qui est marrant c'est que à l'origine il devait avoir un match je crois contre alors je sais plus c'est peut-être contre Natalia et Shayna peut-être qui ont fait le déplacement pour rien. Mais du coup le segment se termine comme ça. Il y a rien de plus. Et puis bah voilà, qu'est-ce que je fais de plus? Ouais, Pas grand-chose d'autre, hein. il y a Pas rien grand-chose de d'autre. chose d'autre. Et alors la question c'est est-ce que c'est plus pour vendre la télé-réalité poivre de Corée ou et Carmella ou est-ce qu'ils vont pas aussi en profiter pour refoutre Zelina avec quelqu'un d'autre, une autre tag team un peu plus sympa? Bon bah je pense qu'on sera fixé pareil dans les prochaines semaines. Là c'est un Raw de redémarrage de toute façon. JDL. Ouais, j'ai du mal à. Alors bon, moi, je supporte pas les deux, donc ça va être vite vu. À la limite qu'elle split, mais qu'elle split complètement, qu'elle s'en aille en fait. À ce moment-là, je préférerais. Sinon, enfin voilà, la reality show avec Corey Graves et Carmella, pareil, hein, je pense que je suis pas la cible, hein. Donc tout le segment m'a fatigué. Zelina dans le ring, je la trouve pas fabuleuse, même s'il y a deux trois trucs. Carmella m'énerve, donc voilà, moi je les vois tous et mieux je me porte. Voilà. Bon, je crois tout simplement que nous sommes un trio gériatrique, absolument pas la cible, effectivement, Hermétique. la cible de ce genre de segment. Et donc voilà, pour nous, ça passe à côté. Allez, on repart pour un replay de WrestleMania 38, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, derrière, on a quand même, tiens, on parle de trios, et ben ça tombe bien parce qu'on a un six-man tag team match. Et alors là, on nous fait plaisir, puisqu'il y a tout simplement les champions de Monday Night Raw et les champions de SmackDown qui vont s'affronter. On ajoute à ça le champion US Finn Balor et Austin Theory à la paire des Usos qui nous gratifieront d'un ou deux petits segments backstage avant, et on est parti pour un match de 8 minutes 25. Alors pour le coup c'était plutôt sympa parce que alors là les Usos étaient vraiment à fond. Finn Balor, bah on l'avait pas revu depuis la Battle Royale d'André le Géant au WrestleMania SmackDown, donc il est venu nous faire un coucou, mais venir nous faire un coucou c'est bien, mais trouver une rivalité ça serait mieux. Alors on pense, enfin en tout cas je pense qu'avec l'ajout de Austin Theory dans ce six-man tag team match, c'était certainement pour commencer à nous donner des pistes sur le petit protégé de Vince McMahon. Du coup on va avoir un match donc de presque 9 minutes qui va être plutôt sympa. Vers la toute fin du match, Orton va enfin réussir à appliquer son RKO sur Jimmy Uso, mais Jay va en profiter pour lui coller un gros super kick. Riddle va
censé lancer du coin, mais Jay va arriver à le bloquer aussi avec un super kick. Du coup, Theory va reprendre le tag, remonter dans le ring avec Finn Balor, bloquer une tentative de coup de Finn Balor et finalement lui coller son finisher. J'ai plus son nom à son finisher à Austin Theory. C'est le Austin Theory, je sais plus quoi. Pour le pin final, victoire de Austin Theory et des Usos. Mes amis, écoutez, Austin Theory, il aura eu sa hype de WrestleMania et puis il continue son petit bonhomme de chemin dès le lendemain de WrestleMania, mon papy. Ouais, ça continue pour lui. Tu dis qu'on jette des pistes pour Theory versus Baylor, ça fait un bout de temps qu'elles sont jetées ces pistes-là, parce que Baylor, il a tourné autour de toute la rivalité de Theory et McAfee. Donc du coup, je vois pas comment on pourrait échapper à cette confrontation à un moment. On verra ce que nous donnent les prochaines semaines. Mais voilà quoi, c'est pour moi c'est clairement le plan qui se dessine. Et puis d'avoir en plus cette théorie qui pine Baylor, ça rajoute une couche en plus supplémentaire au fait que tôt ou tard on devrait avoir cette confrontation autour de la ceinture, je pense. Daniel? Moi, je suis un peu atterré par le traitement de tout ça et surtout de Finn Balor, qui se retrouve quand même avec une tag team qui a gagné à WrestleMania la veille. Lui, il est champion US. Il joue contre Austin Theory qui a perdu contre Pat McAfee, hein, on est bien d'accord, et les Usos. Alors ok, les Usos. Et il prend le pin sur Austin Theory. Alors effectivement, tout est écrit. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller, tout est écrit. Même la fin, c'est-à-dire qu'à quel moment Finn Balor, qui a tout perdu, va gagner contre Austin Theory, qui est lancé avec une fusée de dingue dans le derrière. Alors ça me fait encore de la peine pour Finn Balor, hein, une fois de plus. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça génial parce que là, j'ai déjà l'impression de connaître la fin de l'histoire et j'aime pas connaître la fin de l'histoire. Voilà. Ouais, peut-être effectivement qu'on pourrait se laisser à penser qu'on connaît la fin de l'histoire, mais bon. Après, moi, je trouvais le match était plutôt cool. C'était plutôt sympa et tout. C'était rythmé. Les Arcabro en plus continuent à être complètement over auprès du public, donc du coup, belle ambiance ma foi dans ce six-man tag team match. Oui, après Finn Balor, enfin, est-ce que c'est Finn Balor ou est-ce que c'est le traitement du titre US en général finalement qui pose problème? Ça pourrait être un débat, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. Alors oui, t'avais raison, papy. Effectivement, Finn Balor, on l'a vu intervenir dans tout un tas de choses, mais jamais, à aucun moment, finalement, on a parlé de mettre un peu dans la balance la ceinture. On en a pas beaucoup plus parlé d'ailleurs pendant ce Monday Night Raw, hein, à part le fait qu'ils étaient l'un en face de l'autre dans le ring. Allez, on quitte. Alors là, attention, on arrive dans la partie où Géliel ne se contrôle plus, les amis. Surtout après avoir assisté à WrestleMania à une entrée quasiment Undertaker-esque de la part de Edge. Je me la suis d'ailleurs refait cette entrée tellement je m'étais dit mais c'est incroyable à quel point tout, la tenue, les lumières, la lenteur de l'entrée, enfin bref, tout était là pour rappeler le Deadman. Donc Edge est sur le ring, il est dans un costume noir. Il nous explique que AJ va rencontrer sa fin à WrestleMania, mais qu'il n'a pas compté sur le fait que Priest débarque, quoi. Et donc il explique que Priest a combattu son moi intérieur pendant trop longtemps, tout comme Edge, et qu'il a donc décidé d'être un bon modèle pour les fans et qu'il les a traités de moutons et d'idiots. Et donc il va amener le coupable, Damien Priest en l'occurrence. Alors il arrive aussi pareil dans un méga costard noir à $5,000. Edge lui demande ce qu'il y a dans ses paroles qui a poussé Priest à reprendre les rênes de sa carrière en main. Hein. Et alors Priest lui dit que c'est Edge finalement qui a compté beaucoup pour lui pendant longtemps, quoi. Qui dit qu'il était perdu pendant les semaines qui précédaient WrestleMania, mais qu'il a entendu le message de l'ultimate opportuniste et il a eu l'impression que voilà, ça s'adressait directement à lui, quoi. Donc finalement ça a été assez facile de prendre la décision de promettre sa loyauté à Edge. Là-dessus Edge explique que ils ont déjà jugé Edge à WrestleMania, quoi, et qu'ils continueront dorénavant à juger tous ceux qui contesteront leur message, et en l'occurrence son message à Edge, puisque il se présente à nous clairement en tant que chef de clan, en tant que grand gourou, grand moufti de cette nouvelle faction. Et bon, Edge, il est quand même conscient d'un truc, c'est que Edge risque quand même de continuer à s'en prendre à lui, quoi, mais qu'il faudrait quand même mieux qu'il pense à sa famille, à ses enfants, quoi. Ils ont besoin d'un père aimant et présent. Là-dessus, bing, la musique du phénomène retentit, qui les interrompt.
Priest vient directement sur la rampe et Edge va l'envoyer dans la foule. Edge ensuite va envoyer Edge dans le poteau du ring et apporter des chaises pour placer lui-même un concerto. Mais c'était sans compter sur le retour du diable Vauvert de Damian Priest qui va l'attaquer sur le ring. Edge a récupéré et va frapper Edge avec un gros spear pendant que Priest le tient. Ils vont chercher à mettre un concerto, mais là-dessus les officiels de la WWE vont intervenir pour venir au secours d'AJ Styles qui était, ma foi, dans de sales draps. Ainsi s'achève ce segment. Edge, là, est en train... Alors là, je vais commencer par toi, Géliel. Edge les a mis sur la table depuis le soir de WrestleMania. Oui, alors on peut revenir déjà aussi un petit peu sur le segment à WrestleMania, enfin sur le match à WrestleMania. J'avais trouvé ça sympa. Ça appuyait franchement le heel turn qui était qui était un peu venu de nulle part. Là, je trouve que ça rend bien. Alors, c'est pas un segment catch-chest, mais on avait vu que Priest avait fait perdre Edgy par son intervention tout en présence. Là, on avance un petit peu. Alors, ça introduit de l'histoire. Il n'y a pas encore grand-chose, mais ça introduit de l'histoire. Ça amène aussi Edge sur une partie un peu mentoring, un peu quelque chose comme ça qui est pas mal parce que ça correspond bien aussi avec son statut d'ultra vétéran qui a les mains libres un peu créativement puisque là il a voulu passer heel, il est passé heel avec une nouvelle intro qui pète vraiment. Damian Priest, alors moi je le trouve très sympa en face, mais on va voir ce qu'il va donner en heel. Enfin en heel, en vrai heel, pas à montrer les dents en faisant je suis énervé, je suis pas content, comme il nous a fait ces derniers temps. Donc là, s'il y a un peu plus d'histoire derrière sa illitude, on va dire, moi ça me plaît. S'il est adossé à Edge, alors ça me plaît encore plus. S'il y a une tag team qui se monte, va savoir, pourquoi pas. En tout cas, le segment était pas long. Il y a eu de l'interaction. Il y a eu Giselle qui est venu se faire ramasser. Voilà, ça écrit des trucs. Ça commence à raconter une histoire. Ça me plaît. Voilà. Papy. Yes, ça se lance cette petite histoire qui va se raconter, qui m'a l'air pas mal aussi embarqué. Tu as fait le rapport avec l'Undertaker, c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion plus avant. Finalement, avant le heel turn de Edge, c'était déjà un peu au mode Undertaker en disant le match contre Edge c'est un cadeau pour n'importe qui, c'est au-delà d'une ceinture quoi. Ça continue dans l'affiliation puis l'entrée maintenant, il se met un personnage totalement noir, il va à un clan. Ça manque un peu des histoires avec justement des alliances et des clans et des machins. Et ce qui manquait, c'est que souvent, en plus, quand ça se lançait, ça ne dure pas bien longtemps parce que le leader du clan était tellement pas, était souvent pas assez charismatique pour forcer l'histoire à durer plus longtemps, en fait. Bon, à part The Bloodline, mais bon, c'est vraiment le truc qui est à part. Et puis là, c'est bien embarqué. Je fais confiance à Edge pour garder la main créativement là-dessus pour mener le truc à bien. Et puis espérons que ça augure de rivalité de longue haleine avec des équipes qui vont se croiser, des croisés, des gens qui vont rejoindre, qui vont se servir. Enfin, là, il y a moyen d'écrire un peu. Là, ça manque un peu. Ça manquait d'écriture sur les shows de WWE. Donc là, s'il lance une histoire comme ça, au moins on peut espérer que ça nous donne un petit vent frais. Ah ouais, clairement, moi je trouve qu'en tout cas c'est une bonne idée de créer ça avec un Edge à sa tête. Alors maintenant il y a plusieurs options. Est-ce que ça va être une tag team? Est-ce qu'ils vont être ensemble mais ils vont avoir on va dire des objectifs individuels, ou alors est-ce qu'on va partir au contraire sur une faction, parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui courent du coup, donc est-ce qu'on peut partir sur une faction aussi? Est-ce qu'ils vont être renforcés par l'arrivée d'autres catcheurs? On parle aussi qu'il y aura peut-être une femme qui incorporerait le clan. On veut pas savoir dont il parle, on sait pas, surprise. Non, voilà. Il y a plein. No spoil, rien du tout. Ah mais c'est pas du spoil ça, c'est moi qui dis il y a à mon avis plusieurs options sur ce qu'ils peuvent faire avec Edge quoi, parce que il peut être un chef de clan d'un vrai clan massif quoi, c'est-à-dire pas 2-3 mecs, mais à mon avis il y a pas de problème quoi. Il arriverait à gérer une sorte d'invasion. Le Edge, je pense que ça lui poserait pas de problème. Alors Edge qui a beaucoup parlé aussi dans la presse cette semaine, quoi. Et suite avec WrestleMania, c'est traditionnel, hein, les mecs accordent énormément d'interviews, etc. Il a été questionné entre autres beaucoup sur combien de temps en fait il pensait encore catcher, quoi. Alors j'espère qu'il est pas à l'image de Goldberg, quoi, parce que lui il pense que physiquement de toute façon il pourra pas aller super bien loin. Et en fait il s'est donné
Edge, ouais. Et j'ai lu aussi, ouais. Il s'est donné un horizon à 3 ans, quoi. Et il pense que il pense que même 3 ans d'ailleurs, ça sera beaucoup. C'est vraiment une longue vue. Parce que pour plein de raisons, son âge, son état physique, le fait qu'il a envie de voir grandir ses filles, qu'il a quand même retrouvé la vie de dingue de la WWE et que quand même elle se rappelle à toi au bout d'un moment, c'est-à-dire que t'es sur la route 320 jours par an, donc c'est quand même, ça peut être quand même compliqué quand on commence à avoir 47, 48 piges. Après, moi, je le trouve dans une shape magnifique. Il a l'air d'être super bien, mais je pense que c'est un mec qui a investi, quoi. Ouais, qui a investi. Et je pense que c'est un mec qui a la tête sur les épaules. Et donc, s'il dit ça, c'est pas anodin, quoi. Je pense que c'est un mec qui s'est fait son plan de fin de carrière. Et à mon avis, c'est d'ailleurs super rassurant aussi parce que ça nous promet au moins, on va dire, les 1, 2, 3 prochains WrestleMania avec à chaque fois des énormes affiches pour Edge. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Ouais, et puis, juste pour conclure, si, tu vois, sur les 2 ans, ça l'amène à faire un petit pas de côté en chef de clan, des choses comme ça, où il serait un peu moins dans le ring, qui correspondrait un peu aussi avec l'âge qu'il prend, la volonté de se mettre un peu en retrait. Ça devient super sympa, quoi. Ça devient super sympa. Oui, surtout qu'il a dit, pareil dans la même interview, il a expliqué aussi qu'il trouvait que le Performance Center était un outil formidable, etc. Enfin, moi, je le vois bien en coach, tu vois. Enfin, c'est un mec, ça pourrait être un sacré mentor pour les jeunes. Donc, je m'inquiète pas du tout pour la suite des opérations pour Edge une fois qu'il aura arrêté sa carrière entre les cordes. Allez les gars, on va essayer d'en finir avec ce Monday Night Raw, le main event catchesque du vaisseau amiral. C'était un Texas Tornado match pour faire plaisir au public entre les Street Profits et les Alpha Academy. Alors un match assez court pour un Texas Tornado, quoi, parce que qui sont en général les matchs quand même assez spectaculaires. Et mais là, ça fera un petit 8 minutes 25. Hein. Alors bien sûr, entre les Street Profits et l'Alpha Academy, en plus il y a pas mal d'histoires depuis pas mal de semaines, donc on connaît un peu déjà la teneur de leurs affrontements. Là, ça va pas trop y échapper. Vers la toute fin du match, Dawkins va charger Otis contre les marches en acier là du ring. Ford va monter sur le coin, Gable va se relever, va réussir à le cogner, il va monter à son tour sur le coin pour poser une superplex, mais Ford va le contrer, le repousser au sol. Dawkins va coucher sur une table. C'est Gable ou c'est Otis Non, c'est Dawkins qui couche sur une table. Comment il s'appelle? Gable Stevenson, j'arrive pas à retrouver, je sais pas pourquoi je l'appelle Gable Stevenson. Chad Gable, voilà. Gable tout court. Ou Gable tout court, ouais, voilà, quoi. Et finalement, Ford va nous faire son frog splash de 12 mètres de haut à travers la table pour le compte de 3. Un gros finish, quoi, comme on a l'habitude de toute façon. Montez Ford qui devait en profiter pour fêter un peu le Monday Night Raw Women's Championship de sa petite femme. Voilà, messieurs, c'était le dernier match entre les cordes de la soirée, papy. La Tag Team Division à Monday Night Raw se porte toujours bien quand même. Ça se porte toujours bien. C'est des équipes qui ont eu leur match à WrestleMania, puis qui poursuivent un peu sur la lancée sur Raw. C'est une petite récompense pour eux. Ouais, là, pour le coup, ça déroule du classique. Hein. Franchement, je t'avouerai, je t'écoutais dérouler le match, je me souvenais même plus qui avait gagné en fait. Donc c'est du classique, mais du classique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un bon match. T'as pas de souvenir parce que ils arrêtent pas de faire des bons matchs et du coup Ouais. tu sais plus trop où les placer ces matchs-là par rapport aux autres, quoi. Tant mieux. Là, c'est deux équipes qui franchement nous auront fait plaisir depuis début d'année 2022 et qui ont été à Mania et on était bien contents pour eux. Géliel. Ouais, la même, exactement la même. Hein. Ça déroule dans le ring. Ça raconte rien, mais ça déroule dans le ring. Donc voilà, c'est divertissant et ça marche super bien. Il y a quand même des chouettes athlètes. À voir quand même comment Chad Gable, quand même, qui fait 1m32, je crois, dernière mesure, est quand même taillé extraordinairement, quoi. Donc voilà. Non, ça passe bien. Ouais, c'était un chouette match, ouais, comme souvent, ouais, il délivre la marchandise, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait rien du tout, comme tu l'as justement dit, papy, on se souvient à peine de qui c'est qui a gagné, finalement, dans ce genre de confrontation. Et mais comme le match en lui-même était de qualité, bah ça passe, ça passe, c'était cool. Moi, je vous dis, j'étais juste surpris du temps donné. Je pensais que voilà, ils offraient un Texas Tornado au public, c'était le dernier show de la WrestleMania Week. À Dallas, donc j'étais un peu surpris, je trouvais que c'était un peu cuté leur affaire, et c'est un peu dommage parce que les 4 mecs méritent et que ils sont divertissants as fuck et ils sont bons dans le ring, quoi, c'est du wrestling avec eux 4, quoi. Donc vraiment c'est vraiment chouette, quoi. Allez messieurs, on y est, replay de WrestleMania 38 et puis on va même nous donner d'ailleurs un autre vidéo package puisqu'on va carrément nous faire un truc avec la semaine prochaine Arrow et avec ce qui va se passer Arrow la semaine prochaine. Derrière les lumières
se part de bleu. Le Roman Reigns géantissime en réalité augmentée apparaît sur vos écrans. Voilà, le champion unifié, le champion incontesté, incontestable. Le Tribal Chief est dans la place, il est dans le vaisseau amiral. Il arrive bien sûr avec les Usos et Paul Heyman, avec les 2 ceintures, plus les ceintures de SmackDown des champions par équipe. Bref, c'est la fête du slip pour la Bloodline. Présentation, etc. de Roman Reigns. Finalement, Roman Reigns va prendre le micro à Heyman et va lui demander quand même qu'il explique le succès de la Bloodline. Heyman va nous expliquer tous les titres des Usos, les différentes étapes que Roman a vécues en tant que champion. Il va expliquer que Reigns est à lui seul la plus grande star du divertissement sportif. Les fans réclament Roman pour qu'il prenne à nouveau le micro. Ce que va faire quand même la tête de la table, il va dire que ce qui est bon pour Roman Reigns est bon pour la WWE, parce que quand on a un mec comme lui, en champion, en chef de table, en tête de la table, et ben on chope des contrats à $1 milliard. Alors je crois qu'il faisait allusion à encore un énième deal de la WWE, quoi. Il explique qu'il est le dernier véritable guide de cette fédération depuis qu'il opère en God mode, mais il est encore plus que cela. Il dit qu'il a tenu ses promesses lorsqu'il a dit qu'il allait smash Brock Lesnar, et c'est ce qu'il a fait. Rex, il explique que d'autres raccrocheraient leur chapeau après ce week-end, quoi, mais pas lui, parce qu'il n'est jamais satisfait. Il est un chef de tribu progressiste et sera toujours constamment en mouvement. Il relèvera son prochain mouvement dans le SmackDown de vendredi soir. Et en attendant, Dallas, acknowledge him. Ainsi s'achève ce Monday Night Raw du 4 avril 2022. Est-ce que, Papy, tu as acknowledge ton chef tribal? Plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Non, mais là, c'est dans la ligne de Throw avec un peu où tu fais un défilé de tous les personnages qui ont marqué le week-end. Et puis ça se finit par le plus grand des champions, Roman Reigns, qui fait sa petite promo. En même temps, tu sais très bien, enfin, on le sait qu'il est probablement pas en top forme et on ne sait pas s'il pourrait, enfin, son état et sa capacité à catcher ou pas. Et donc, du coup, tu as l'impression que le segment, c'est un segment gain de temps où on dit, bon, bah, voilà, on dit tout, on n'a rien dit. On a juste une promo cadeau et puis on verra à SmackDown si d'ici là on a d'autres idées et d'autres infos sur sa santé. Et un segment célébration, exactement comme pour Bianca Belair, quoi. Voilà. Génial. Bon, alors moi j'ai été un peu déçu je reviens juste 2 secondes sur le finish de WrestleMania et le main event de la nuit 2. Ouais. Où moi j'ai été un peu déçu. Alors je sais qu'il y a eu il y a eu des commentaires ensuite sur la blessure, comme disait Papy, sur le fait qu'il est peut-être réduit en ce moment en termes de capacité à catcher. Je sature un peu, en fait, pour être clair. Je suis très, comment dire, très remerciant pour tout ce qu'il a fait, la construction du personnage qu'il a fait. Je suis vraiment très, très satisfait de ce qu'il a pu produire en termes d'entertainment. Mais là, c'est long, quoi. Là, je trouve que ça commence à être long. Ça a un peu de mal à se renouveler. Voilà, je suis pas sûr qu'il y avait besoin de voir Roman Reigns directement le lendemain, surtout pour rien dire. Il annonce qu'il y aura quelque chose à SmackDown, nous verrons bien. Je commence gentiment à saturer, voilà, pour être clair. C'est pas mauvais, c'est dans la droite ligne de ce qu'il fait depuis 1 an et demi, mais je commence un peu à saturer, voilà. Alors, en tout cas, ainsi s'achevait ce Monday Night Raw, messieurs. Donc c'est l'heure du top flop note. Papy, la sanction. Alors, mon top, ça sera pour le segment Kevin Owens et je ne sais plus son nom, Ezekiel, c'est ça? Voilà, Ouais. Ezekiel Elias, que j'ai trouvé rafraîchissant. Même si j'ai aucun espoir pour Ezekiel derrière, hein, mais ce segment en lui-même, en tout cas, il aura fait office de. Mon flop, allez, on va le donner à Zelina et Carmela, et voilà, ça fait de la pub pour une série de télé-réalité pourrie, et puis en plus, t'es censé avoir un match que tu n'auras jamais, donc ça n'a pas de sens. Donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils se séparent et qu'ils tentent peut-être quelque chose d'autre avec Zelina, ou alors faut la virer, quoi. Parce que je pense que elle est Queen of the Ring, hein, quand même, mine de rien, Zelina. Hein, mais elle fait absolument rien en Ouais, tant que Queen. Hein. Mais bon, il faut la c'est pas virer quand grave. même, Hein. je suis d'accord avec toi. Et pour ma note, bon, c'était plaisant, c'était pas,
y a pas de fil rouge dans ce Monday Night Raw. Ils ont juste empilé les segments pour faire plaisir aux fans, j'ai l'impression, en disant bah voilà, vous avez bien aimé Cody, il est là, vous avez bien aimé Roman, il est là, vous avez bien aimé Bianca, elle est là. Puis t'enchaînes. Pas forcément beaucoup de pistes pour l'avenir, même si t'en as quelques-unes qui ont été jetées, notamment avec la bonne idée enfin, ce qui semble être une bonne idée de séparer MVP et Lashley pour que Omos récupère MVP. Mais n'empêche que c'était pas non plus super emballant, donc je donne une note moyenne pour un Raw comme ça, je donne un 3, voilà. Géliel. Alors, je vais parler tout de suite du top. Alors, j'ai hésité entre MVP et Edge, mais j'aime bien quand ça commence à raconter des choses, donc je vais la mettre à Edge. C'est un peu original puisque MVP, le côté faction, on l'a déjà vu. Je suis tissé pour savoir ce que ça va donner avec Damian Priest, donc c'est mon top. Le flop, alors c'est quelque chose que j'aurais pu donner 3 fois déjà. C'est package vidéo, quoi. Donc là, on en a quand même pas mal mangé. Peut-être SmackDown, on verra également, mais là, trop, quoi. Entre le teasing de la nuit 2 dans la nuit 1, puis le back de ce qui s'était passé dans la nuit 1 dans la nuit 2, puis là, ce qui s'est passé dans tout WrestleMania dans Raw, voilà, enfin, c'est l'overdose complète, quoi. Donc ça, c'est vraiment mon flop. Et puis, il n'y a finalement pas eu énormément de catch. Je sais pas si c'était les timings, tonton, mais je crois pas qu'il y en ait eu bien lourd. Donc ça, ce sera mon flop. Et puis la note, comme Papy, je vais mettre un petit 3 parce qu'il y a des nouveaux trucs, parce qu'on sent que c'est un post WrestleMania, il y a des choses qui se créent, donc on va donner la note d'encouragement. Voilà. La note d'encouragement. Et ça me rappelle les défaites encourageantes du 15 de France à une certaine époque. Bon, alors moi, je suis embêté. Bon, je vais donner mon flop. Enfin, bon, je vais donner mon flop à Carmilla et Zelina, moi aussi, quoi. Parce que vraiment, ça me saoule, quoi. C'est vraiment, ça me saoule, quoi. C'est vraiment ça. En plus, voilà, on n'a pas arrêté de nous vendre ce mariage, ce truc-là, tout ça, quoi. Finalement, on s'en fout. Nous, on est là pour regarder Monday Night Raw. Vraiment la dernière des choses qui m'intéresse, en tout cas, moi. Donc c'est pour ça que je vais lui donner mon flop. Mon top, je vais le donner à Cody Rhodes. Je vais le donner pour la promo de Cody Rhodes à l'opener. J'aurais pu le donner à Bianca Belair parce que moi j'étais ravi du segment de Bianca Belair. Je regardais ce Monday Night Raw en partie pour ça parce que j'ai été tellement emballé par ce qui s'est passé à WrestleMania 1 dans ce match-là avec Becky que vraiment j'étais trop content de revoir Bianca en championne là. Mais je vais quand même rester sur Cody parce que Cody pour plein de choses, pour ce qui s'est passé à WrestleMania, pour cette promo, pour tout le parcours. J'aime bien comme ça ces parcours de catcheur comme ça, presque pas des parcours de l'impossible parce que quelque part il est né dans une famille bénie pour être dans le monde du catch quoi. Mais je trouve que c'est assez notable et extraordinaire de voir un mec comme ça de son âge avoir un parcours aussi atypique et finalement revenir dans la Champions League quoi, dans la Big League, c'était la WWE quoi, la plus grosse fédération mondiale de catch quoi. Et avec un tel impact et avec une évolution de l'homme en lui-même quoi. Et je trouve que voilà, ça raconte plein de choses, etc. C'est encore pour moi, ça raconte plus d'histoires quasiment tout ça que n'importe quelle petite storyline mise en place pour tous les autres. Pour moi, là, tout est installé, tout est là. Et j'espère qu'ils vont faire des belles choses avec lui. Et j'espère aussi qu'il prendra pas un trop gros boulard, parce que c'est quand même une petite faiblesse de Cody quand même, hein, mon cher papy. C'est que des fois, il a un peu tendance à se laisser aller avec le gonflement de ce qui lui sert de tête. Donc j'espère que il y aura des gens pour le maintenir sur terre pendant tout son run à la WWE. Welcome home, Cody. Après ça aide Roman Reigns dans le boulard, donc on peut lui souhaiter aussi, hein. Oh ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis bah ma note, écoutez, ouais, c'était foutraque, hein, comme on l'a dit, hein, il y avait tout, il y avait trop de package, trop de WrestleMania machin, trop de spoil sur le lundi qui suit quoi. J'aime pas quand ils annoncent tous les matchs comme ça. Ah là là, à la fin du Monday Night Raw, on avait presque quasiment la totalité de la carte de lundi prochain. Alors ça me saoule. Et en plus dans SmackDown, on va en parler là, mais en plus dans SmackDown, ils nous rebalancent en plus un autre match pour le lundi quoi. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommageable. Ma note, je vais lui mettre un. Ah, c'était bien quand même parce qu'il y avait la présentation, etc. Je peux pas être. Je vais lui mettre un 3 moi aussi. Je vais lui mettre un 3. C'était global. En plus, pour récompenser aussi les matchs tag team qui ont été de super qualité.
Donc quand même, c'était quand même un Raw post-WrestleMania. C'est pas le meilleur des Raw post-WrestleMania auquel on a assisté, mais c'était quand même plutôt sympa. Donc un 3, c'est un show de bonne facture. Allez, pas plus de catch-up, nous allons switcher. Juste avant, je fais un petit aparté, puisqu'on avait dit qu'on parlerait de NXT. Je voulais juste vous glisser deux petits détails à propos de NXT. C'est que à NXT, c'est aussi la grosse révolution, là, hein, puisque là, toute la réorganisation qui suit WrestleMania, il y a tout un tas de départs annoncés et de nouvelles arrivées aussi dans le show Arc-en-Ciel. Et pour parler de ce qui s'est passé au niveau du Tag Team Championship, puisqu'on vous en a parlé pendant le Stand and Deliver. Donc, pour vous confirmer que comment il s'appelle déjà, les MSK ont donc rendu le titre vacant. Alors, c'était assez bizarre puisqu'ils l'ont rendu le lendemain du Weekly où ils sont apparus pendant le Weekly de NXT. Et le lendemain, la WWE a annoncé que le titre était relinquished et que notre ami Nash Carter était tout simplement viré de la WWE suite à des affaires et des troubles et de graves accusations liées à des problèmes domestiques. Du coup, le titre va être vacant et alors on ne sait pas encore, est-ce qu'il va y avoir un tournoi, est-ce qu'il va y avoir les deux derniers contenders, en l'occurrence c'est Creed Brothers, et c'était qui l'autre équipe? C'était Imperium, mais non, vous allez voir que ça ne sera pas Imperium non plus. Donc il y a pas mal de tag team à NXT, donc je pense que ça va être vite réglé. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire sur NXT. Mesdames et messieurs, bienvenue à Catch Up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du match. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown, le 1181e du nom. Ça se passe à Milwaukee, Wisconsin, USA, au Feather Forum, aux commentaires Michael Cole et Pat McAfee pour m'accompagner dans cette review, dans ce super catch-up. Vous l'avez entendu, c'est l'archange Géliel et le papy anti-Athémie. On est parti pour commenter ce Friday Night SmackDown post-WrestleMania. Ça démarre, avec un replay de WrestleMania 38. Le 492e replay de notre semaine. Enfin, on attaque. Kayla Braxton est sur le ring et elle va nous présenter tout simplement Ronda Rousey qui débarque. Alors Kayla, elle raconte que Ronda est restée fidèle à ses engagements, qu'elle a fait taper Charlotte Flair et elle va même nous montrer le replay de ce qui s'est passé puisque Ronda s'est-elle fait scrouer. Telle est la question, la foule est à fond derrière. Ça s'anime en faveur de Ronda, etc. en voyant les images et tout ça. Et elle annonce qu'elle s'excusera pas d'avoir perdu. Sa mère lui a toujours dit que l'on ne se battait pas toujours pour le meilleur, mais que si, elle va déclarer qu'elle veut un match revanche sans décompte ni disqualification. Donc, en l'occurrence, un I Quit match. Charlotte va alors apparaître sur le grand écran pour l'interrompre. Elle va déclarer que Ronda n'arriverait même pas à la battre aux dames. Elle est moqueuse, cette queen. Et encore moins donc dans un I Quit match, parce qu'elle est incapable de résister à la pression. Le surnom de Ronda, The Baddest Woman, est tout simplement un mythe. Et donc, elle répond un non, tout simplement, à leur rematch. Et donc, Ronda lui réplique qu'elle obtiendra son rematch et que Flair criera I quit lorsqu'elle se retrouvera le coude pété suite à son armbar. Donc, on est en train de se lancer tout doucement, mais sûrement vers le WrestleMania Backlash du 8 mai. Revanche. Alors là, pour le coup, je donne d'entrée mon avis puisque aucune surprise. J'étais de toute façon quasiment convaincu que c'était exactement comme ça que ça allait se passer, puisque je ne voyais pas autre chose qu'un rematch. Alors il paraît que les rematchs à la WWE, ça n'existe plus, mais en fait, ça existe encore, papy. Et toujours, après, c'est les rematchs quand tu perds un titre qui n'existe plus. Techniquement, les rematchs de plusieurs rivalités, ça s'est toujours maintenu, ça. Et puis en plus, c'est souvent le cas de Backlash qui a l'habitude de nous faire la suite de WrestleMania avec où ça finit justement la rivalité de Mania en fait. Donc on verra si ça sera le cas cette année. Pour le reste, c'est marrant parce que j'ai autant l'annonce d'un I Quit match entre les deux me donne bien envie parce que pour le coup ça peut rebattre pas mal les cartes et puis ça évitera comme elle l'a dit finalement assez justement Ronda, ça évitera que une fois ça finish un peu pourri, au moins ils seront obligés d'avoir un vrai finish même si on a déjà les entourloupes sur un quick match, mais bon ça ferait bref on verra. Par contre j'ai trouvé que Ronda elle sous-performe toujours au micro, hein,
c'est toujours pas top. Elle était toute timide là, avec pour toi le Michaela Braxton dans le ring avec elle pour l'aider, mais elle rame toujours un peu à déclamer ses promos. L'essentiel n'est pas là, c'est que on a un gros match qui s'annonce en espérant qu'il soit confirmé le plus vite possible. Génial. Pareil, je serais même encore un peu plus sévère vis-à-vis de la promo micro de Ronda là. Et j'ai eu peur. Enfin, j'ai senti aussi le public qui était très très, enfin qui parlait au-dessus quoi. On avait l'impression d'avoir une classe Ah, de rien à foutre dissipés avec un au prof. début. Voilà, exactement, avec un prof qui n'arrive pas à se faire respecter. Et j'ai peur que ça devienne un gimmick s'il n'arrive pas à passer par-dessus quoi. Et donc ça nuit complètement à la à la crédibilité du truc. Ça nuit complètement au gimmick aussi Badust machin quoi, avec sa petite voix toute machinée qui arrive pas. Enfin je trouve que ça perd vraiment. Alors déjà toute seule ça perd vraiment en termes de crédibilité, mais alors quand il y a Charlotte qui arrive même en segment comme ça sur l'écran, il n'y a plus rien, elle disparaît complètement de la scène Ronda sur le truc quoi. Donc on va voir. Bon, effectivement, rematch prévu à WrestleMania Backlash. On verra ce que ça donne. Faut peut-être pas qu'elle parle ou plus qu'elle parle avant qu'elle se soit vraiment entraînée, Ronda, et qu'elle fasse des armlocks en boucle. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est pas un problème d'entraînement. Je pense que c'est qu'elle l'a pas en elle. Je pense que c'est aussi simple que ça, quoi. Et je comprends pas, en fait, avec ce qui s'était passé à Monday Night Raw, je me disais, ah, tiens, c'est peut-être l'occasion, là, SmackDown, ils vont peut-être nous glisser. Autant j'attendais totalement le rematch, autant moi j'espérais une surprise, en fait, sur le segment qui allait concerner Ronda et Charlotte. Et j'espérais l'arrivée d'un talker, ou voilà, l'arrivée d'un manager, ou enfin l'arrivée d'une tierce personne dans cette affaire. Et malheureusement, bah, ça n'a pas eu lieu, quoi. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que ça se passe. Et et on va se relancer, on va voir. Bah, c'est WrestleMania Backlash, c'est le 8 mai, donc on va bien voir. Ça nous fait un mois là pour voir un peu comment ils vont développer à nouveau la rivalité entre Charlotte et Ronda. Allez, on continue avec un peu de replay de WrestleMania 38 et où on nous rappelle ce qui s'est passé avec les New Day et la faction british composée de Sheamus, Ridgeland et Butch. Et bah ce soir, ça tombe bien puisque Butch va avoir son tout premier match à Friday Night SmackDown où il va affronter le King Xavier Woods. On va avoir un match qui va être finalement dans les critères de Monday Night Raw jusqu'à présent puisque ça va être un match de un peu moins de 9 minutes, 8 minutes 25. Sheamus et Ridgeland sont bien sûr au bord du ring. Ils vont faire pas mal de pubs un peu pour Butch. Hein. On sent ils le chauffent à mort. Hein. Ils font leur entrée. Kofi et Woods, ils vont prendre le micro aussi, quoi. Ils vont féliciter Sheamus pour leur premier WrestleMania. Ils vont un peu les joker, quoi. Expliquer que tous les records sont remis à zéro à la WWE après WrestleMania et que dorénavant leur record c'est un 0-0. Donc du coup, ça se lance dans le ring et Butch va mettre d'entrée une grosse close line pour lancer les hostilités. Ça va cogner sur le tapis. Woods va réussir à l'envoyer dans le coin, va se défouler à son tour. Butch va réussir à éviter un splash dans le coin et va claquer un gros big boot au visage. Ensuite, il va travailler le bras de Woods pendant un moment, mais Woods va réussir à mettre sa jambe dans les cordes pour se casser la prise. Butch va faire claquer quand même ses doigts pour Remember Bruiserweight en faisant claquer les doigts donc de Xavier Woods. Woods va réussir à faire tomber Butch qui va glisser au sol et ça va interrompre le plongeon de Xavier Woods quoi. Il va le faire tomber sur le tablier, ça va s'échanger après des grosses doigts, des grosses gauches. J'ai trouvé que Xavier Woods d'ailleurs revient plutôt bien en forme quoi, ça est plutôt pas mal quoi. Et finalement Woods va éviter une première charge. Il va se prendre quand même un gros coup de pied au visage à nouveau par Butch pour le compte de 2. Butch va réenchaîner derrière, fou furieux, mais Woods va éviter une nouvelle charge et va réussir à porter un roll-up, un petit paquet, un small package sur Butch, 1, 2, 3, victoire de Xavier Woods. Alors bien sûr, Butch est fou de rage. À la fin, il va même s'en prendre à Sheamus et à Ridgeland qui vont réussir plus ou moins tant bien que mal à calmer ses ardeurs et sa fureur. Mais le résultat est là. Première défaite officielle à SmackDown de Butch, mon Géliel. On aime bien quand les Anglais y perdent. Ça dépend, ça dépend. Non, mais là, moi, je trouve que là, c'est raté. Je suis content pour Xavier Woods, mais après 3 apparitions où Butch était intenable,
était prêt à en découdre avec la terre entière. On sentait qu'il était énervé, agacé, qu'il voulait y aller, qu'il allait défoncer tout le monde. Il perd, alors pas contre le plus mauvais, donc ça reste encore quelque chose qui permet de pondérer. Mais il perd sur la première occasion qu'il a de lâcher les chevaux. J'ai du mal à voir comment ça peut bien construire le personnage. Après, il se fout sur la tronche avec tout le monde, même avec Ridgeland et puis Eschamus, même si ils arrivent à le maîtriser. Je sais pas ce qu'on va faire. Ça fait un peu le petit roquet qui s'énerve, mais qui du coup se prend une veste la première fois qu'il va tout seul. Je sais pas. Ou alors j'ai pas compris l'angle qui va être retenu pour Butch. Ce qui est con parce que globalement moi je l'ai pas vu côté NXT alors qu'il était encore Pete Dunne, donc je trouve que c'est très sympa in-ring ce qu'il arrive à faire. Voilà, c'est juste que j'ai pas encore compris l'histoire qu'ils veulent raconter autour de ça, mais c'est sans doute de ma faute. Voilà. Coupable. Tout à fait, coupable. Ouais, mais je pense que c'est ta faute, hein, Gilles. Tu fais pas assez attention, hein, c'est pour ça. Hein. Je fais pas d'effort. Tu fais pas d'efforts. Non, bah, on est dans du lancement de personnage, du lancement d'histoire en low mid-card. C'est pas enfin, c'est bien, ça habille un peu les shows. Là, je pense vraiment qu'on est au tout début. Enfin, j'espère en tout cas qu'on est au tout début, parce qu'on est vraiment pas sur quelque chose sur lequel on pourrait s'enflammer sur un match demain, sur un pay-per-view ou un truc comme ça. Concernant Butch, pour moi, ça me gêne pas qu'il perde parce que finalement, c'est le petit avorton de la bande. Hein, quand il est à côté de Ridge Holland et Sheamus, tu te dis pas que c'est Butch qui va faire gagner des matchs, quoi. C'est le dernier de la classe, quoi. Donc, je suis pas totalement choqué qu'il se fasse battre par Woods, qui est comme un catcheur plus établi. Ça me gêne toujours cette dynamique à 2 contre 3. Je sais pas comment ils vont résoudre le problème parce que Big E m'avait l'air d'être out Ah oui. pour encore un bout de temps. Oui. Ouais, carrément. Donc est-ce qu'ils vont tenir je sais pas, c'est quoi, c'est 4 mois, c'est ça pour Big E d'arrêt? Ouais, facile, ouais. Est-ce Ils avaient est-ce annoncé. qu'ils vont tenir les 4 mois avec cette rivalité-là pour jusqu'au retour de Big E? Ça peut faire long. Après, il y a du talent hein, dans tous ces gars-là. Et un truc où je note comme le talent de Woods, qui comme vraiment, il y a un mec qui s'est vraiment imposé là comme un gars sûr finalement de la WWE ces dernières années. Tu vois le segment, rien que l'entrée dans le ring, t'as t'as Kingston qui commence à parler, puis ils ont oublié de couper la musique, quoi. Et du coup, ça marchait pas trop bien, puis ça faisait un peu comme le segment finalement avec Ronda, où t'as l'impression que lui qui écoutait pas trop, du coup. Et direct, hop, il a dit non, non, remettez, coupez la musique, on va redémarrer le segment. Enfin, il a pas dit comme ça, mais c'était l'idée du truc, quoi. Donc, tu sens comme c'est un pro aussi. Et je pense que bah voilà, on parle de certains gars comme Wentz, comme Zayn, tout ça, qui sont des valeurs sur la WWE. Je serais pas étonné que Woods fasse partie de cette catégorie-là et demain, si on nous le prolonge, s'il commence à toucher de plus en plus de titres, tout ça, bah, et de matchs importants, bah, je ne serais pas étonné du tout. Oui, moi, ça me dérangerait pas non plus de voir Xavier Woods encore un peu plus mis en lumière. C'est un des très très bons workers de la WWE maintenant depuis tant d'années, quoi. Avec un palmarès quand même assez monumental en tag team. Et effectivement, c'est le dernier King of the Ring en titre. Effectivement, qu'il batte Butch n'a rien d'extraordinaire, quoi. C'est pas spécialement une surprise pour ça. C'est clair que Butch, pour moi, de toute façon, va avoir du mal à faire sa place entre les deux monstres qu'il y a à côté de lui, quoi. Ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment ils vont gérer ce trio sur l'avenir, quoi. C'est un petit peu, moi, j'avoue que ça, c'est un peu un truc sur lequel je me pose des questions, quoi. Mais pour les New Day, je m'inquiète pas. De toute façon, ces deux-là, ils sont tellement établis dans le main roster que pour eux, la suite s'annoncera de toute façon dorée, quoi qu'il en soit. Allez, petit replay, hein, les amis. WrestleMania 38, ça faisait bien longtemps qu'on en avait pas eu un. Ça manquait, oui, ouais. un nouveau highlight consacré à WrestleMania 38, qui cette fois-ci va mettre en lumière la confrontation entre Sami Zayn et Johnny Knoxville. On va retrouver backstage Sami Zayn qui explique qu'il est frustré avec ce qui s'est passé à WrestleMania face à un Adam Pearce qui paraît assez acquis à sa cause en fait, quoi, et qui met d'ailleurs qui remet même en cause l'intervention inopportune des Jackass durant le match de Sami Zayn. Mais bon, finalement, on n'est pas là pour déconner. Adam Pearce lui dit bah voilà, écoute, il va falloir s'y remettre un peu au turbin, va falloir repartir au mastic et
il est temps d'avoir un match contre un vrai catcheur cette fois. Et bon, tiens, il y a une porte là. Pourquoi on se dirait que le premier mec qui passe la porte, et ben c'est le mec que t'affrontes. Et bam, la porte s'ouvre et qui débarque? Le bel homme, le psychopathe écossais, le Drew McIntyre, avec un Sami un peu défait. Et donc on nous annonce pour la suite un single match entre Sami Zayn et Drew McIntyre. Ma foi, on retourne dans le ring pour une nouvelle arrivée dans ce Friday Night SmackDown. Mesdames et messieurs, un match est annoncé. Alors, le catcheur est déjà sur le ring, ce qui est déjà un très mauvais signe. Je vais quand même donner son nom, mais alors, parce que la WWE a renoué avec une petite tradition, c'est-à-dire qu'elle a fait venir un catcheur local, en l'occurrence Joe Alonso, et qui va être la victime du nouveau arrivant dans le monde merveilleux du show bleu. Eh bien, écoutez, ce nouvel arrivant, c'est tout simplement Gunther, qui va être annoncé par un certain Ludwig Kaiser, qui est anciennement Marcel Bartel à la NXT. Il débarque Ludwig Kaiser, il est dans un survêtement rouge avec un siglé du drapeau allemand. Et Gunther, il est dans son manteau traditionnel de général autrichien de l'époque napoléonienne. Hein. Et écoutez, les amis, pas de suspense particulier sur ce match qui va durer 2 minutes. Gunther va faire démonstration de sa force et de sa puissance, va littéralement atomiser le pauvre Joe Alonso qui va terminer en claquant un énorme Atemi qui va le coller au sol et il va enchaîner derrière avec sa powerbomb pour le compte de 3. Voilà, Gunther est intronisé dans le main roster de la WWE. Willkommen Gunther et Willkommen Ludwig Kaiser, mon Géliel. Tu as quelques notions en allemand ? Oui, très peu, je parle éventuellement, mais sous la torture uniquement. Sinon, juste, je reviens sur le segment Sami Zayn qui me fait encore revenir un tout petit peu sur le match, Jackass, qui m'a rarement, enfin juste pour dire, hein, c'était un match de dingue, vraiment incroyable et qui a rarement fait autant rire et que j'ai autant apprécié. Et je crois que Sami Zayn en a parlé aussi en disant que c'était un des matchs dont il était le plus fier également. Voilà, je referme la parenthèse. Effectivement, on verra le match que ça pourra donner avec Drew McIntyre. L'arrivée du ring général, effectivement, voilà, très bien. Gunther, on n'est pas du tout dans la caricature, au moins c'est bien. Et puis le jobber local qui qui devait être bien content de s'être pris tout Gunther, tout énervé, tout en slip sur lui. Voilà, c'est un nouveau, je suis très content. Voilà, post-WrestleMania, on part sur d'autres choses. Moi, c'est tout à fait le genre de choses qui me plaît. On termine certains angles, on termine certaines feuds, on repart sur des nouvelles choses. Alors, tout sera pas forcément ciselé et parfait, mais il y a du nouveau, on raconte, on crée, ça me plaît. Voilà. Papy ? Ouais, pareil, on arrive sur du Roland, de l'arrivée de nouveaux gars. Gunther arrive avec, alors je retiendrai pas son nom tout de suite, mais avec Kaiser, quoi, Monsieur Kaiser. Les deux Kaiser. Bon, on en parlait avec l'arrivée de Virman. Gunther, c'est un peu le même, hein. C'est deux gars assez imposants et du coup tu fais démarrer en bouffant des gens. Espérons que ça se passe bien pour lui. Pour Gunther, on en avait parlé lors de Takeover. Moi, j'avais noté qu'il au-delà de son changement physique, comme qui est assez impressionnant, il était comme un style qui était un poil moins, qui était un peu plus WWS, qu'on va dire. Et du coup, finalement, j'ai l'impression que c'est dans le prolongement de cette histoire qu'il est promu. Il est assez balèze, quoi, comme bonhomme, et du coup, j'espère pour lui qu'il aura eu le temps de bien prendre tes leçons et qu'il va pas être trop vite perdu dans le main roster. Mais bon, a priori, c'est pas non plus le pimpin du coin. Il s'est à peu près catché, donc je lui fais confiance pour réussir à peut-être s'imposer. Ouais, alors moi je suis peut-être plus enthousiaste dans le sens où je pense que oui, il est largement capable de s'imposer. Alors Walter Hahn, de son vrai nom, quoi, notre ami Gunther, il a 34 ans et il est quand même annoncé à 1m93 et 120 kilos. Donc il est en tout cas dans les critères physiques de la WWE, je pense qu'il rentre totalement dans le moule. Moi, j'évoquerais juste en fait ma déception sur le fait que Fabian Aichner n'ait pas été retenu pour monter avec Marcel Bartel.
Alors là, j'avoue que moi, ça m'a mis un coup, quoi, parce que moi, j'aime beaucoup cette équipe là des deux Européens. Je pense qu'ils ont fait un super run à NXT. Ils ont été champions 2 fois, je crois, hein, à NXT, et c'est amplement mérité. Marcel Bartel, je suis pas tellement étonné de le voir dans le main roster parce qu'il maîtrise parfaitement l'anglais. Il est plutôt à l'aise en promo, et d'ailleurs à Imperium, c'est souvent lui qui parlait. Mais Fabian Aichner est un très bon catcheur entre les cordes. Il a largement fait le taf. Et je suis vraiment déçu que l'Italien ait pas fait partie de la montée. Là, je connais pas la raison, je sais pas qu'est-ce qui a fait que. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu, je me suis dit, vraiment quel dommage, quoi, quel dommage que Fabian Aichner ait pas le droit à ça. Donc écoute, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est dans l'optique parce qu'ils se disent que peut-être Gunther et donc Ludwig Kaiser, ça va être une tag team dans le futur? Est-ce que c'est ça le plan, peut-être aussi? Je sais pas. Donc en tout cas, mais Gunther a bien débuté quand même malgré tout en individuel. Donc je sais pas. C'est un petit peu dommage. Là, il y avait moyen d'avoir un trio là vraiment sympa dans le main roster d'Européens. Et voilà, j'ai une pensée pour Fabian Aichner, mais je suis bien content malgré tout de voir arriver ces deux zigotos dans le show bleu. Ça va athémiser à fond et ça me plaît bien, quoi. Oui, il a déjà montré que ça claquait, ça claquait de la témie. Hein. Wow. Oh, le Joe Alonso là, je pense que il s'est mis un peu de glace sur la poitrine en rentrant à la maison ce soir. Allez. No more Atami. Hashtag anti-Atami. Allez, on continue. Replay de WrestleMania 38. Hop, on prend une petite respiration de 2-3 minutes. On revient en backstage et là, on retrouve Kayla Braxton qui accueille une nouvelle. Eh bien oui, une nouvelle dans le monde merveilleux du show bleu qui se nomme, mesdames et messieurs, Raquel Rodriguez. Plutôt connue sous le nom de Raquel Gonzalez à la NXT. Et ben voilà, écoutez, une nouvelle catcheuse débarque à SmackDown. D'ailleurs, il y aura même Humberto Carrillo et Angel Garza qui vont en profiter pour venir lui souhaiter la bienvenue pour un petit bisou, histoire de faire une kiss cam, tout ça. Non, pas moyen. Bon, bref, en tout cas, on fait arriver Raquel Rodriguez dans le sourire, on va dire, et plutôt dans le plaisir, même si elle aura rien fait, hormis ce petit segment backstage. C'était un petit coucou, Géliel. Alors, est-ce que tu connaissais Raquel Gonzalez, Géliel? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Non. Moi, comme je dis, hein, de tout ce qui, je suis Oui, loin, non, j'ai pas le temps d'aller voir côté NXT, donc. Voilà. C'est bien, c'est justement ça, c'est bien. Quelle première impression elle t'a faite là sur un micro segment de backstage? Déjà qu'elle fasse 2 fois la taille de Kayla Braxton, c'est déjà un indicateur. Alors, je crois qu'elle fait 1m85 hein, en vrai, Raquel Gonzalez. Ouais. Donc ça quand même, c'est un beau bébé. Non, on va voir, mais c'est exactement comme le segment précédent où je disais, voilà, il y a des nouvelles arrivées, des nouvelles têtes, on repart sur un nouveau train, ça me va bien. Après Los Lourdos qui sont venus lui faire la petite kiss cam. Pourquoi pas. C'était voilà, ça passait. Alors, Papy, toi, tu connais bien Raquel Gonzalez, hein? Tu es un suiveur de NXT peut-être un peu moins régulier ces derniers temps. Moi, c'est d'accord. Mais Raquel Gonzalez, c'est quand même, ça avait été une des grosses têtes d'affiche du Stand and Deliver de WrestleMania 37. Et multi-titré à la NXT. Donc, ta sensation là à l'arrivée de Raquel? À l'époque, je m'étais dit, il lui faudrait un an de plus sur NXT avant de monter. Elle a fait son année. Alors, je ne sais, j'ai pas regardé récemment pour voir si elle avait encore permis, encore augmenter son niveau. La bonne nouvelle, c'est que physiquement, elle en impose. Du coup, avec un roster, enfin, c'est un peu comme Rhea Ripley, cette fille. C'est quand tu rentres au roster, mine de rien, tu peux quand même réussir à faire des trucs sympas parce que c'est pas Zelina Vega et Liv Morgan, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui en impose, quoi, Non, physiquement. ne mélange pas Liv et Zelina, pardon. C'est vrai que Zelina est meilleure, elle est Queen of the Ring. Tu fais bien de me le rappeler. Merci, Géliel. Et donc Raquel Rodriguez et non plus Gonzalez. Alors là, franchement, s'ils se gourrent pas, je leur tire mon chapeau parce que avoir pris deux noms aussi ressemblants, c'est comme chelou, quoi. Donc Raquel Rodriguez, j'espère pour elle que ça va bien se passer. Elle a montré un peu son caractère justement en envoyant bouler les Los Lotarios, qui du coup faisait bien petit par rapport à elle. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer. Moi, mon reproche pour côté NXT, c'est que je la trouve un poil green il y a un an, parce que t'entends dans les matchs, je sentais qu'elle avait pas trop à gérer son truc. Là, d'avoir un an de plus d'expérience, j'espère que ça lui fera du bien et qu'elle sera plus à l'aise
et qu'elle pourra directement envoyer du bois parce que là par contre, il faudra lui donner quelqu'un à manger rapidement à la Miracle. Là, je suis bien d'accord avec toi, ouais. Clairement, Raquel, là, elle est pas là pour faire dans la dentelle, quoi. Hein. C'est une vraie catcheuse, bien dure comme il faut dans le Oh, ring. bravo, tonton, elle Et, était belle celle-ci. eh ouais, elle était Raquel dans magnifique. la dentelle, ouais. Eh ben ouais, attends. Il fallait même pas la relever. Mais écoute, non, franchement, moi, je suis vachement content hein, de voir Raquel. Moi, j'adore cette catcheuse. Je suis complètement satisfait de la voir enfin dans le main roster. Je suis curieux de voir avec qui elle va commencer, avec qui elle va ouvrir le bal. Mais ça risque d'être quelque chose quoi. Donc non, vraiment, ça c'est vraiment un truc. Une des bien bonnes nouvelles de ce vendredi soir. Allez, on continue avec un replay de WrestleMania 38 où on verra un rapide récapitulatif aussi de la Battle Royale en l'hommage d'André le Géant que Madcap Moss a remporté la semaine précédente. Et c'est parti. On va attaquer avec un segment avec Happy Corbin et Madcap Moss. Alors vous le savez, Happy Corbin s'est fait déboîter par le bel homme à WrestleMania. Donc il débarque pas véritablement avec le sourire aux lèvres. Il nous explique qu'il était censé être que ce soir c'était censé être le plus heureux des Happy Talk qu'il ait eu l'occasion de présenter parce qu'il était censé parler de sa magnifique victoire, surtout McIntyre, et que là, bah, c'est pas le cas, donc il est prêt à faire une introspection, hein, c'est quelque chose, quoi, hein. Il est quasiment sous l'exomile, notre ami Happy Corbin, quoi. Et il explique que quand il était sur son yacht et qu'il pensait à son match, il a réalisé que finalement, en y réfléchissant, Madcap Moss, eh ben, c'était le responsable de sa défaite contre Drew McIntyre. Et si Moss était pas venu sur le tablier, eh ben, il aurait pas été distrait. Alors du coup, Moss, bah, il essaye de s'excuser, quoi, mais Corbin, il va le couper, quoi. Il lui dit que Moss a tout fait pour lui en gagnant la bataille de André the Giant, quoi, mais ça suffit pas, quoi. Et il lui dit que Moss, il devient un peu trop grand pour ses bretelles, quoi. Et et du coup, il va lui demander de faire une blague. Alors ça, j'adore quand on demande à un mec comme ça, bah tiens, toi qui est rigolo, fais-nous une blague. Alors Moss va nous faire des blagues pourries, quoi. Corbin va pas rire. Il va donner une dernière chance à Madcap de lui raconter une dernière blague un peu drôle, comme si d'ailleurs son boulot en dépendait, ce qui risque peut-être d'être le cas si ça continue comme ça. Donc Moss va nous raconter une dernière blagounette. Comment appelle-t-on une personne qui traite ses amis comme des ordures? Happy Corbin, grosse frustration du baron qui va attaquer Moss. Alors Moss va se défendre quand même, hein, ils vont se retrouver au sol. Corbin finalement va l'envoyer dans la barricade à plusieurs reprises. Moss va ensuite frapper Corbin au niveau de la table d'annonce, quoi. Il va le ramener sur le ring, il va lui mettre une grosse corde à linge pour envoyer Corbin au sol. Il va finalement le frapper dans le coin et crier tout en célébrant, quoi. Il va commencer à casser tout le set du Happy Talks partout et le balancer hors du ring, piétiner le chapeau de Corbin et finalement Happy Corbin va s'en aller tristement de ce segment. Voilà, c'était une nouvelle trahison, une nouvelle séparation, messieurs. Cette fois, l'amour s'est terminé entre Happy Corbin et Madcap Moss, mon Géliel. Bah, j'ai envie de dire enfin. Et enfin que Madcap Moss, qu'on a vu à plusieurs reprises sur des matchs où il était plutôt en second couteau, proposer des trucs vraiment super sympas. Bah, je suis très content qu'il parte tout seul, qu'il botte un peu le cul de Happy Corbin. Non, je suis assez content que ça se split et qu'on voit vraiment où peut aller Madcap Moss, quoi. Côté Mick, il était restreint dans un périmètre assez court. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux. En tout cas, il a le skill pour. Et puis In-Ring, moi, il a jamais déçu, je trouve. C'est quel match qu'il a fait où il a failli se casser le cou là ou contre je sais plus McIntyre. qui. Ouais, c'est ça, contre Drew McIntyre. Voilà, il tenait le match, quoi. Il y avait pas de souci. Donc, il était parfaitement crédible. Donc, voilà, j'ai hâte de le voir tout seul. Et si ça passe par une rivalité contre Corbin où il va lui botter le cul, bah, tant mieux. Voilà, tant mieux. Oui, j'entends plus tonton. Je sais pas si on est toujours. Je pense que c'est à toi. Papy, excuse-moi, ouais. Pas de souci. Ouais, en fait, j'ai oublié de dire papy. Ouais, pas de souci. Non, mais du coup, j'ai un doute s'il était encore à l'antenne. Non, mais alors, bah, je te rejoins CGLL là-dessus, dans le sens où je suis content de voir Matt Capos finalement déployer ses ailes. J'ai un poil plus de doute sur sa capacité à tenir sur la longueur parce que je trouve qu'il est quand même assez limité, notamment in-ring.
Même si il sait faire des choses physiquement, il est intéressant. Par contre, de là à raconter des histoires tout ça, dans un ring, j'ai des gros doutes là-dessus. Euh, mais en tout cas, ça faisait plaisir. Bon, alors, j'ai trouvé tonton dur quand il a dit que les blagues de Matt Capos étaient mauvaises. Moi, je trouvais que c'était ses meilleurs depuis bien longtemps. Carrément. C'était les meilleurs que Euh, j'ai entendus de lui depuis très longtemps, je suis d'accord. voilà, donc il a quand même fait un effort, l'ami Matt Cap. Et donc, tonton, c'est pas très bien ce que tu fais. Et puis c'est finalement un face turn qui est assez organique parce que, comme je vais le rappeler, ça faisait plusieurs semaines là qui volait un peu le show auprès du baron, puis qui se faisait aussi ratiboiser alors qui faisait pourtant bien son boulot. Donc voilà, donc c'est tout bon pour Matt Capmos. C'est bien en plus qu'il sort dominant de ce segment. Après, sur la durée, je reste réservé parce que il m'a pas encore montré. Il me semble encore. Voilà, on parlait de Green tout à l'heure avec Raquel Rodriguez, Matt Capos, même s'il y a des indéniables progrès, j'ai encore quelques doutes là-dessus. Ouais, moi je suis pas un grand fan de Madcap Moss quoi, mais à la rigueur je me dis que ce face turn là est plutôt le bienvenu. Et comme Géliel, moi j'avais envie que ce split arrive et qu'on passe un peu à autre chose. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. Donc moi de cette manière-là ça me va quoi. Allez, on continue avec un petit replay de WrestleMania 38, un petit replay de Monday Night Raw, et on revient dans le ring pour le match annoncé un peu plus tôt, en l'occurrence Drew McIntyre versus Sami Zayn, et un match qui malheureusement, alors moi je l'ai alléché par l'affiche, à vrai dire, quoi. Je trouvais ça vachement sympa là qu'on ait un match avec ces deux catcheurs là, mais le match va tourner assez vite court, largement dominé par l'Écossais, un match qui va durer 3 minutes 40. On sent que Sami Zayn passe son temps en fait sur les 3 minutes 40 en plus à essayer de fuir l'interaction physique. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne sais pas. Face à Drew McIntyre, et finalement Drew McIntyre, à force de jouer à ça, va réussir à le rattraper pour le ramener Manu Militari sur le ring, va un peu le cogner, puis finalement va décider de se lancer pour la tentative de Claymore, mais Sami Zayn va esquiver et va tout simplement sauter par-dessus la barrière d'insécurité et se fondre dans la foule pour s'échapper très très vite. Pendant ce temps, bien sûr, l'arbitre compte jusqu'à 10, et finalement ce sera une victoire de Drew McIntyre par des comptes à l'extérieur. Papy, convaincu? Oui. Moi, je suis pas comme toi. Je suis content en fait que ce match-là était plutôt, comment dire, écourté. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit programme qui va se lancer entre McIntyre et Zayn, tandis que si McIntyre avait bouffé Zayn, comme ce qui semble être logique, vu l'opposition, vu le niveau des deux gars en ce moment, et ça n'aura pas été possible. Donc, moi, je suis plutôt content que ce soit un petit programme qui se lance. Et puis, je suis impatient de voir si la confrontation entre les deux bonhommes. Eliel. Pareil, très content. En plus, on reste encore sur le personnage de Sami Zayn là, qui était tout, tout gonflé en disant amenez-moi n'importe qui. Et puis qui, en bon heel, quand même, quand il aperçoit Drew McIntyre, préfère se parer en courant. Non, ça me va bien. Et puis si ça construit quelque chose derrière, une fois qu'il sera repris, moi ça me va. Ça me va. Allez, on continue parce qu'on n'a pas fini par rapport à nos amis replay de WrestleMania 38. Puisqu'alors là, on va avoir, encore une fois, un long package qui va parler entre autres de tout ce qui s'est passé avec Pat McAfee, Austin Theory, Vince McMahon et le Rattlesnake. Alors bon, comme Austin Theory, on l'avait vu un peu plus on en a parlé tout à l'heure dans Monday Night Raw. Donc il aura droit quand même, pour lui, c'est une belle exposition, ce jeune homme là. Vraiment pour lui là, c'est une totale là depuis la WrestleMania Week quoi. Derrière, une nouvelle promo, et cette fois avec un retour. En l'occurrence, Lacey Evans, elle est en coulisses pour une promo, et alors là, elle va nous faire elle va nous raconter une histoire. Lacey, elle va nous expliquer, alors avec photos à l'appui, avec images à l'appui, qu'elle vient d'un milieu modeste des États-Unis, que sa mère a subi des violences physiques, émotionnelles et mentales de la part de son père, qui était un addict apparemment à pas mal de choses, on va dire. Elle nous explique que sa mère a tout mis dans un sac un jour, et puis qu'elles ont quitté la maison, abandonné le père.
Lacey Evans, elle nous parle de toutes les difficultés auxquelles elles ont dû faire face pour construire leur vie, mais elle a décidé d'être la meilleure qu'elle puisse être, ce qui lui a permis d'abord de devenir une bonne mère, ensuite une bonne US Marine, et finalement, pour finir, une superstar de la WWE. Eh ben écoutez, messieurs, ça y est, c'est le retour de Lacey Evans à Friday Night SmackDown, Jéliel. Ouais, alors bon, le moment était particulier. Enfin, moi, j'ai trouvé le moment inutile, gênant, tout ce que tu veux. Je sais pas ce que ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment que ça n'avait aucune nécessité, ça n'apportait vraiment rien. Même pour un positionnement de personnage en tant que tel, c'était trop quoi. J'ai trouvé ça trop. À côté de ça, je dois être un des rares, mais j'appréciais le personnage de Lacey Evans et puis voilà, son côté assez athlétique. Même si ça n'a jamais volé très très haut en termes de résultats. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, donc je suis assez content qu'elle revienne. On va voir sous quelle forme, mais pas avec ce moment-là, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très cringe, comme on dit maintenant. Papy? Moi, je suis pas un grand fan de Lacey Evans face en fait. Le personnage, il m'a toujours plutôt, j'ai toujours plutôt sympathique. Voilà, je vais y arriver. Par contre, le personnage face m'a jamais vraiment intéressé. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on retourne là-dessus quand tu vois toutes les histoires qu'elle nous raconte. C'est la Lacey Evans face qui va revenir. Moi, elle me gêne un peu parce que j'ai toujours l'impression de voir Nikki Bella avec une perruque blonde. Mais hormis ça, à voir un peu ce que bon, on va laisser une chance au produit, mais je suis pas emballé plus que ça. En tout cas, sur le papier. Ouais, moi je suis pas spécialement étonné en fait qu'elle revienne en babyface. Vous savez comment ça se passe avec le public aux États-Unis, quoi, hein, quand on commence à jouer sur la corde, le drapeau, US Marine, etc., etc. On sait d'entrée comment ça va se passer avec la réaction du public américain. Ouais, au final, moi j'aimais bien en heel aussi, hein. Donc, bon, la voir revenir en babyface. Bah écoutez, hein, c'est comme ça que ça va se passer avec Lacey Evans. On reste dans la division féminine, puisqu'on va quand même, après avoir un petit replay de WrestleMania 38, tout simplement avoir droit à un match. Ah ouais, ça manquait. Donc du coup, quand même, après ça, on a le droit à un single match, et ça sera tout simplement le main event catchesque de ce Friday Night SmackDown, en l'occurrence Liv Morgan qui va affronter Sasha Banks dans un match de 7 minutes. Alors Liv Morgan est seule, mais Sasha Banks est accompagnée de Naomi. Il va y avoir un match... un match de 7 minutes sur une fin de SmackDown, c'est pas forcément le truc le plus fou qu'il puisse y avoir, mais Liv Morgan va bien se défendre face à une Sasha Banks complètement portée par le public. D'ailleurs, la team Banks Naomi est complètement portée par le public, mais alors là, over as fuck, les deux Afro-américaines. Naomi d'ailleurs, elle est à la table des commentateurs, et Michael Cole et Pat McAfee déroulent les éloges en mode accéléré, quoi. Et Liv Morgan va se défendre, mais on sent bien que la championne, elle est intouchable ce soir. Vers la fin du combat, Sasha Banks va même, après avoir collé toute sa totale, hein, encore une fois, tous ces hommages à Eddie Guerrero, elle va, après un Triamigos, claquer une superplex. Mais, alors qu'on s'attend que tout va se passer finalement de manière assez classique, et ben, après ce superplex, grosse surprise, puisque la Liv Morgan va nous la jouer en filou, et va la choper dans un small package. 1, 2, 99, 3, victoire de Liv Morgan face à Sasha Banks. Et donc, Liv Morgan se relance tout de suite après la sortie de WrestleMania, mon Géliel, en gagnant un match face à la championne. Un match mérité, j'ajouterais. Bon, moi, très content du match. Le match était très sympa, j'ai trouvé. Pour être un peu plus, réaliste et puis juste, je trouve que Liv Morgan a beaucoup progressé. Elle a encore, je trouve, beaucoup de difficultés dans les transitions. C'est-à-dire que je trouve que quand il va s'agir d'avoir des vrais mouvements qui vont amener un coup, eh ben ça passe plutôt bien, c'est vraiment très crédible. Par contre, dès qu'il va s'agir d'être dans un mouvement qui va amener plutôt
une réaction de l'équipe de la personne en face d'elle, c'est moins fluide, moins sympa, je trouve quoi. Néanmoins, je trouve que ça progresse. Elle fait des moves qui sont très sympas. Donc, je continue à lui donner mon crédit, à lui accorder mon crédit. Maintenant, sur ce match-là, eh ben, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Content que ce soit une victoire. Ça amène peut-être quelque chose d'autre. Ça peut aussi renforcer peut-être le split avec Rhea, si de se rendre compte que finalement il y a une Liv Morgan qui progresse ou qui va chercher des victoires toute seule, etc., etc. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Puis, Je reste sur ta conclusion. Je pense aussi que ça peut renforcer le split avec Rhea, avec justement une Liv Morgan qui, même si elle a l'air complètement nulle, ben, elle arrive quand même à gagner un match toute seule. Donc ça peut peut-être renforcer un peu la tension entre les deux. On verra ce que ça donne lundi. Si ça se trouve, je me gourre complètement et elles vont reprendre le titre, hein, mais je serais comme vachement étonné parce que Sacha Naomi, tu l'as dit tantôt, c'est un truc qui marche super bien, et in ring et avec le public. Donc bon bah après voilà, on serait pas. Il y a toujours des surprises hein, dans le monde merveilleux du catch, mais celle-là, ça me ferait vraiment bizarre quoi de ne pas voir comment dire les Naomi et Sacha conservés. ouais. Enfin, en tout cas, le match était plutôt agréable et puis petite filouterie de Liv Morgan. Je trouvais que c'était plutôt bien joué. Donc voilà. Donc c'était pas mal pour finir. Allez, on finit ce Friday Night SmackDown comme on avait fini Monday Night Raw, les amis, puisque c'est tout simplement la tête de la table qui redébarque à nouveau après qu'un replay WrestleMania 38 soit passé pendant 5 minutes pour nous rappeler tout ce qui s'était passé avec Roman Reigns et Brock Lesnar. Roman Reigns est plus puissant que jamais. Il arrive sur le ring escorté avec les Usos, les ceintures et Paul Heyman. Va prendre le micro, va expliquer que SmackDown et le championnat universel, c'était pas assez pour lui. Et donc, par conséquent, il est allé à WrestleMania. Il a battu Brock Lesnar pour rapporter également le titre mondial d'Euro. Mais Roman il est chaud donc il dit que lui il a 2 titres quoi, mais que quand même ses cousins ils en ont que 2 ils en ont que 2 à eux deux quoi. Et donc il serait peut-être temps d'unir les titres tag team également. Donc il aimerait bien que les Usos, enfin c'est même pas qu'il aimerait bien, c'est qu'il veut que les Usos aillent à Monday Night Raw et gagnent le championnat tag team de Raw également quoi. Donc Roman, il veut bien sûr qu'il fasse ça non seulement pour eux, mais aussi et avant tout pour la Bloodline. Et au moment où il termine cette première annonce, on entend une musique qui se déclenche, pas tout à fait comme d'habitude, puisqu'il manque un certain riff de guitare, et c'est dans l'occurrence Shinsuke Nakamura qui débarque à Dallas pour interrompre la tête de la table. Il va monter sur le ring avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Roman lui dit que il comprend ce que le problème de Nakamura. Il a perdu son partenaire à cause d'une blessure, tout comme comme ils ont perdu contre Jimmy à chaque fois qu'ils l'ont affronté. Et Roman il lui dit ouais je comprends, ça doit être dur pour toi, etc. Et il décide tout simplement de faire un gros câlin à Shinsuke quoi. Alors on sent Nakamura complètement confus. Et finalement, Roman, il va laisser partir Nakamura. Et les Usos, à ce moment-là, vont en profiter pour coller un double super kick au japonais. Le chef tribal va pas s'en laisser compter, va soulever les 2 titres et va célébrer avec ses cousins les Usos. Ainsi se termine ce Friday Night SmackDown, messieurs. Presque du copier-coller à ce qui s'est passé à Monday Night Raw, hormis la petite annonce, la petite piste donnée par Roman Reigns à propos des Tag Team Championship de Monday Night Raw. Et puis, Shinsuke Nakamura qui vient s'inviter dans la main event picture, papy. Arigato. J'espère que c'est un accident et que c'est pas la vérité. J'ai un doute là-dessus. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a un foot là, Nakamura, quand il débarque? Quand t'as sa musique qui se déclenche, je me dis, qu'est-ce qu'il y a un foot là? Et en plus, il a même pas le temps de parler, qu'il prend son câlin et ses super kicks et c'est terminé. Moi, je retiens, finalement, Nakamura, je le retiens pas dans ces segments-là. Je retiens plus le fait que Roman, du coup, on se demandait ce qu'il allait faire pour s'occuper, surtout s'il était blessé. C'est simple, en fait. Du coup, ils vont envoyer ses cousins se battre à sa place. Ce sera certainement eux qui seront main event du prochain pay-per-view, du coup. Ce qui sera une belle récompense, à n'en pas douter. Mais bon, voilà, ça occupera un peu le temps.
Ma seule crainte, c'est que du coup, s'ils unifient les tag teams avec le titre suprême unifié aussi, il va bientôt plus avoir beaucoup de ceintures, quoi. Est-ce qu'ils vont finir par fusionner les rosters? Ce qui serait, à mes yeux, catastrophique, parce que j'aime pas du tout des rosters fusionnés. Et voilà, c'est cette petite crainte que j'ai. Donc, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, mais je pense qu'on aura le plaisir de voir la tag team très très haut dans la carte dans ces prochains hebdos. Je vais prendre la suite du coup. Vas-y, vas-y. Moi comme toi, hein, j'ai trouvé que l'arrivée de Nakamura était vraiment le cheveu sur la soupe. Je me suis dit non, surtout pas Nakamura quoi. Puis finalement, ça s'est quand même bien terminé puisqu'il a pris, il a pris ses 2 kicks et puis bonne nuit Nakamura. On attendait, et ça avait été annoncé le fait que le next step pour Roman Reigns que ça allait être. Je suis pas persuadé que c'était le truc originel. Mais vu que ça rumorise qu'il est vraiment blessé, etc., qu'il n'est pas complètement en état de catcher tout de suite, c'est peut-être une solution alternative, le fait d'avoir mis en avant la Bloodlines et les Usos pour aller chercher l'unification aussi des 2 titres. Ça a du sens parce qu'il l'a fait, dans le sens où l'histoire est crédible, ça se raconte. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je suis comme toi, je suis pas super convaincu que ce soit une super bonne affaire. Sinon, j'ai trouvé le segment plutôt sympa, plus que lundi, enfin plus que celui de Raw en l'occurrence avec Roman Reigns. Et j'ai vraiment bien aimé aussi le côté, allez, viens chercher ton câlin, tu sais, la Bloodline, c'est aussi l'amour, où il est vraiment mais au-dessus de tout quoi. Et là, il a vraiment bien embrassé le personnage qui a tout gagné, qui a tout remporté, qui a pulvérisé tout le monde. J'ai même cru qu'il allait nous faire une Jordan en disant, bah voilà, j'ai plus rien à prouver. Je me retire, je vais aller faire du badminton. Et puis non, finalement, il part sur ce programme avec les frangins. Bonne idée, même si je sais pas si on saura plus tard ou pas si c'est une solution d'attente en attendant qu'il soit remis d'une blessure qui fait ou pas. En tout cas, voilà, je trouve que si c'est pas blessé, je trouve que c'est dommage parce que moi j'aurais vraiment voulu avoir le next pour Roman Reigns, même s'il est dur à imaginer. Et si c'est une solution d'attente, elle me va. Ouais, c'est une solution. Moi, je crois que c'est une solution d'attente, hein, de toute façon, clairement. Après, moi, j'ai étonné de son annonce sur les Tag Team Championship de Raw là, parce que effectivement, comme le dit Papy, est-ce que c'est une affaire qui va nous amener vers une fusion des 2 rosters? C'est avec une brand unique. Ça me paraît assez compliqué tout ça. Je sais pas du coup vers quoi ça nous amène. Alors et après il y a un autre truc, hein, c'est que de toute façon Roman Reigns était en incapacité totale de catcher cette semaine, donc il n'y avait pas d'étonnement sur le fait qu'il ait aucune interaction physique avec qui que ce soit. Voilà, il était tout simplement hors de question pour Roman Reigns qu'il catch ou qu'il soit un peu secoué parce qu'il n'est pas encore remis en fait tout simplement. Mais ouais, ça lance pas mal de pistes. Écoute, on va voir pour la suite. Hein. Ce n'était que le tout premier Monday Night Raw et tout premier Friday Night SmackDown de la nouvelle saison qui va nous emmener, de la 39e saison, hein, qui va nous emmener vers WrestleMania 39. Et ça sera un WrestleMania Hollywood. Donc, il reste encore 1 an de chemin devant nous. En attendant, on va pouvoir donner le top flop note de ce Friday Night SmackDown. Tiens, on va commencer avec l'archange. Tiens, allez. Je vais ouvrir le micro, je vais pas faire mon papy. Alors, mon top. Mon flop, je vais le mettre à Ronda, hein, qui n'y arrive pas pour moi au niveau micro. Je trouve qu'elle progresse pas en fait. C'est plutôt ça. Le flop, il va plutôt sur le fait que j'ai pas. Alors tu disais qu'elle l'avait pas, certes, mais on peut bosser quand même, quoi. Et donc ce sera vraiment mon flop parce que ça progresse pas. Puis elle se fait dégommer par Charlotte sur l'impact alors qu'elle est à distance, Charlotte. Donc c'est vraiment catastrophique. Mon top, et ben ça va être plus compliqué. À qui je pourrais le donner? La séparation entre Madcap et puis Corbin. Je suis d'accord avec Papy. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Ça ira jamais au titre universel, je pense. Mais n'empêche que je suis content de les voir splitter. Donc ce sera mon top. Et puis de manière un peu générale. Alors je m'octroie le droit de donner un top général et un flop général. Un top général sur le nombre d'histoires qui ont été racontées, les nouveaux trucs, les nouvelles pistes. Et je suis très content qu'on termine et on marque bien la fin du WrestleMania
de la route vers WrestleMania et qu'on parte vers quelque chose de neuf. Et le flop général sur cette semaine, et même en incluant les 2 WrestleMania, c'est le nombre de packages vidéo avant, pendant, après, vous allez voir, vous avez vu, etc., etc., insupportable, quoi. Et puis ma note pour conclure, le truc se regarde, mais trop de fast-forward à cause des vidéos, du coup je mets pas la moyenne, je mets un 2,25 sur ce SmackDown. Voilà. Puis, je réfléchis durement. Le flop, j'arrive même plus. On a tellement de segments que j'arrive même pas à en distinguer un pour un flop. Qu'est-ce qui était en dessous du reste? Euh, est-ce qu'on a vu Ricochet, tiens? Ah non, on a eu Jinder qui a demandé un match contre Ricochet, c'est vrai. Oui, on a entendu Oui, ouais, parler oui, de c'est Ricochet. vrai, ouais. On a entendu parler de Ricochet. Voilà, tiens. Non, je vais pas lui donner un flop alors qu'il était pas là, le pauvre Ah, Ricochet. quand même. C'est abusé. Ouais, si, on lui donne pas, allez, non, on va pas le donner, alors on va le donner à pop, 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 ouais, j'arrive pas, hein. Je suis désolé, j'arrive pas du tout à trouver. On va le donner. Tiens, je vais faire comme, je vais faire ma feignasse, je vais copier Gélia, je le donne à Ronda. Voilà, Ronda qui sous-performe. Mon top, du coup, je le donnais, alors, au même segment que Géliel, mais en l'appuyant sur Madcap, Moss, qui fait des bonnes blagues. Donc voilà, félicitations Madcap, tes blagues étaient rigolotes. Et ma note, bah, c'était le même format que Raw, mais en moins bien. On va être en dessous. Je vais donner un. Bon, je vais être gentil. Allez, il y a pas plein de gens qui ont débuté, donc je vais pas être trop méchant. Je vais donner quand même un 215. Allez, je suis gentil. 2,75. Bah écoutez, ouais, le flop c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué quoi, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'arrivées, tout ça, c'est un peu difficile de donner un flop. Voilà, moi en fait, je vais rejoindre Géliel parce que en fait, c'est surtout parce que c'était l'overdose là dans ce SmackDown. C'est-à-dire que moi aussi, ras-le-bol des packages vidéo et des trucs comme ça, etc. Après s'être tapé Monday Night Raw comme ça, réenchaîner avec SmackDown et surtout SmackDown, c'est beaucoup plus gênant parce que ça dure 1h25 et que du coup se taper comme ça une avalanche de packages vidéo fait que bah ça réduit considérablement le catch au sein du show. Et d'où pourquoi on se retrouve avec des Drew McIntyre, Sami Zayn de 3 minutes ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça, moi, ah ouais, au bout d'un moment, vraiment, ça m'a un peu gâché le truc, quoi. Donc c'était pas super intéressant, quoi. Euh, mon top. Oh, bon, je vais le donner je vais donner aussi une espèce de top général. Je vais le donner un peu à la top général, ring général. C'est un peu le cas de le dire à l'arrivée finalement de plusieurs mecs là dans ce SmackDown, de plusieurs personnes. En l'occurrence Raquel Rodriguez. Moi, je suis très content de l'avoir dans le main roster. Gunther, bon, pour moi, ça c'est une super arrivée. J'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant avec de l'Autrichien. Et donc voilà, donc c'est plutôt finalement la gestion à SmackDown un peu de toutes ces arrivées. Et puis ce lancement sur les nouvelles histoires, comme vous l'avez dit, donc ça c'était plutôt agréable. Mais sorti de ça, c'était pas fou. Dans le ring, il y avait quasiment rien. C'est vraiment rien. Hein. Je crois que c'est 14 minutes de catch. Si je me dis pas de bêtises là, c'est 12. Ah non, un petit peu plus. Oh, j'ai dit des bêtises. 18 minutes de catch. 18 minutes Ah bah de voilà, catch. qu'est-ce que tu racontes 1h25. encore? Ah, c'est formidable. Ouais, 18 ça minutes de change tout catch. là. Ouais. Ah, ça change complètement la perspective qu'on avait de ce monde merveilleux du show bleu. Tout à fait. Allez, je vais lui mettre un 2,5. Et puis ça suffira bien pour ce SmackDown. Et ben voilà, messieurs, on est arrivé au bout de ce super catch-up avec ce Raw du 4 avril et ce SmackDown du 8 avril. En ligne, peuple de catch-up, vous avez déjà un contenu monstrueux sur la WrestleMania Week qui part du Home Show de Monday Night Raw et qui enchaîne avec la preview, le Stand and Deliver, les reviews de WrestleMania 1 et 2. Bref, il y a que du lourd. Et pour retrouver tout ça, soit vous nous rejoignez sur la communauté Discord, tous les liens sont dans la description des vidéos YouTube où vous allez nous faire une joie de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur les bonnes plateformes de podcast Apple PodCloud. Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Google Podcast, Aosha, Deezer, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier la triple frite gériatrique
of the day et mes deux partenaires, en l'occurrence le Papy. Merci Papy à toi. Toi, t'auras fait quasiment un grand chelem sur cette WrestleMania Week, je crois. Ouais, hormis la fois où je faisais la sieste, mais sinon c'était bon. Oui. Ah oui, j'avais oublié la sieste. J'ai loupé un petit bout de, je crois que c'était cover où je loupe un petit bout. Merci à toi pour cette super catch-up là. Bravo d'avoir réussi à tenir le fil parce que moi, j'étais perdu entre Raw et SmackDown là. Je me suis raccroché comme j'ai pu à ton fil. Merci à mon bon archange Géliel d'avoir fait son retour parmi la team catch-up pour venir débriefer ce Raw et SmackDown au lendemain de WrestleMania. Eh ben, merci tonton, merci papy. Je suis très content d'être revenu après ces 8 heures de passer sur cette semaine à regarder du catch. C'était quand même une grosse semaine. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très sympa. Ils savent délivrer la marchandise quand ils veulent, la WWE. Donc, très content d'être revenu reviewer avec vous. Eh ben, écoute, c'était avec plaisir, toujours autant de plaisir à enregistrer avec vous ce super catch-up. Alors bon, c'est fleuve, hein. Les super catch-up. Moi, d'ailleurs, je voudrais remercier les auditrices et les auditeurs qui vont au bout comme ça des reviews qui font 2 heures, 2 heures et quart. Le WrestleMania 2, on a fait 2 heures et quart. Le WrestleMania 1, on a fait 1h51. C'est l'avalanche de reviews à catch-up. Tout ça pour un contenu entièrement gratos. Et on y tient. Alors, on ne peut que vous encourager pour nous soutenir, pour nous supporter. Eh ben, abonnez-vous. Surtout si c'est la première fois ou le tout début que vous nous écoutez. Eh ben, écoutez, actionnez la petite cloche et abonnez-vous à Catch-Up. Allez, on vous laisse sur ces bons mots. Peuple de Catch-Up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge. Plein la face. Salut mon papy anti-atémie. Salut tonton, salut Juliel. Salut mon archange. Salut tonton, salut papy. Et salut peuple de catch. J'arrive pas à savoir si on le perd à chaque fois quand il part comme ça en criant ou si c'est juste le micro. Attends, il est en train de revenir là. J'entends, il approche. Ah